Trondawi, c'est Brinkdeal. Aujourd'hui, pour faire une continuation à la vidéo sur les légions, on va parler des primarques. Alors les primarques se séparent en deux catégories. Enfin, il y a plein de manières de diviser les primarques, mais une bonne manière qui est fréquemment celle utilisée, c'est les primarques loyalistes, ceux qui, lors de la trahison d'Horus, sont restés loyaux envers l'empereur, et les primarques renégats, qu'on va parfois appeler les primarques hérétiques, qui sont ceux qui ont trahi l'empereur. Alors pourquoi est-ce que moi je vais plutôt utiliser le terme de renégat que de hérétique? C'est parce qu'ils ont tous trahi pour des raisons différentes, et finalement tous n'ont pas succombé au chaos. Qui pour moi est plus la définition de est-ce qu'on est hérétique ou pas, même si en soi le fait de s'opposer à l'empereur Dieu, dans les termes de 40 000, peut faire preuve d'une hérésie en soi-même. Donc voilà, on va parler de primarques loyalistes et renégats. Spécifiquement, cette vidéo-là va parler des loyalistes, mais je vais d'abord faire une petite présentation un peu plus générale des primarques au début, et au début de la vidéo sur les renégats, je vous inviterai à revenir voir celle-ci afin de pouvoir revoir la présentation générique. Alors, qu'est-ce qu'un primarque? Les primarques sont... Les termes qu'on va utiliser pour en parler, c'est souvent demi-dieux de la guerre, certains parlent d'entités du Warp, d'autres parlent des pairs, des Space Marines, et tout cela est plus ou moins vrai à différents niveaux. Lorsque l'empereur a décidé de prendre en main la destinée de l'humanité après l'avoir observée dans l'ombre depuis des siècles et des millénaires, et voir que bon, ça ne se passait pas bien, suite à la Grande Nuit, donc le premier effondrement catastrophique du premier empire galactique humain, l'empereur a décidé, bon ça y est, je prends les choses en main. Il a conquis Terra avec les guerriers tonnerres, les Thunder Warriors, qui étaient une espèce de prototype des Space Marines, qui étaient plus gros, plus forts, mais aussi beaucoup plus instables et beaucoup moins bien organisés. Mais pour la suite, il avait besoin d'une véritable armée pour conquérir les étoiles, dans la grande croisade avec laquelle il s'est attaqué à la galaxie, et pour mener de telles armées, il avait besoin de généraux. Et plutôt que de s'appuyer sur des généraux humains, il a décidé de les fabriquer lui-même. Pas n'importe comment, en fait, de les fabriquer à partir de lui-même. Et donc, en fait, les primarques sont une création purement ex nihilo de guerriers pour l'empereur. Et les Space Marines ont ensuite été faits à partir des primarques. Alors, le procédé de création des primarques, technique, on ne le connaît pas exactement. On sait qu'il y a une part du génome de l'empereur. Alors, est-ce que c'est scientifiquement son génome, au sens son ADN, ou c'est purement une espèce d'essence de son être, plus de manière magique ? Sûrement un peu des deux. Il est souvent dit, dans le lore plus récent, qu'il y a également une part du génome d'une autre éternelle, puisque l'empereur est un éternel, un perpétuel, une espèce d'être qui ne peut pas mourir. En fait, il y a l'essence d'une autre qui a été injectée également, afin d'avoir un certain équilibre et tout. Elle qui d'ailleurs avait pensé qu'il aurait été intéressant, comme Malcador, de leur faire des sœurs aux primarques, mais bon, l'empereur a décidé qu'il n'y aurait que des hommes. Également, souvent est citée une puissante énergie tirée du Warp. Souvent d'ailleurs, il est dit qu'il l'aurait volée au dieu du chaos. Alors par tromperie, par force, c'est jamais dit très très clairement. Mais du coup, les primarques sont un mélange d'un corps créé à partir du summum de ce que l'humanité peut créer, à travers deux perpétuels, et d'une énergie warp monstrueuse. Et d'ailleurs, on verra plus tard, surtout dans la vidéo sur les renégats, parce qu'il y a eu des tentatives de clonage de certains primarques, notamment Horus, que sans cette énergie warp, les primarques c'est pas la même chose. Donc il y a un équilibre entre ce corps physique au top du top de ce que l'humanité peut produire, mais également une âme qui n'est pas une simple âme humaine. Il y a une véritable influence pseudo-divine derrière. Donc c'est pour ça qu'on va parler parfois de dieux du Warp pour parler des primarques. Qui, sans nécessairement être des psykers, donc des gens qui vont manipuler la magie, sont faits d'une certaine essence magique. Après que les primarques aient été créés, fonctionnellement ils ont été créés en fait en laboratoire, donc alors parfois on va parler de tubes, parfois on va parler de pods, en tout cas voilà, ils étaient créés dans des vasques, un peu comme des clones en fait. Et en fait, après donc, du coup qu'il y a eu ces 20 pods créés, ils ont été dispersés. Alors, suivant les sources, parfois c'est l'empereur qui l'a fait de lui-même afin de créer de la diversité, parce qu'il savait que l'avenir devait se dérouler comme ça. Parfois c'est la mère des primarques qui les a dispersés parce qu'elle ne voulait pas qu'ils soient utilisés comme des armes de guerre de manière inhumaine par l'empereur. Mais la version la plus fréquente, c'est qu'ils ont été dispersés par les dieux du chaos.
qui avait peur que l'empereur puisse avoir ses 20 super guerriers sous ses ordres, qui aurait directement mené les légions, conquête de la galaxie parfaite, création du réseau Warp humain, de la toile humaine, qui du coup annihile complètement l'influence du chaos sur l'humanité. Les dieux du chaos meurent de faim parce qu'ils n'ont plus accès aux âmes des humains, fin du chaos. Voilà, ils ont eu peur de ça. Donc ils ont dispersé les primarques afin que seuls et sans l'influence de l'empereur, ils soient plus facilement corruptibles. Donc amenés à l'hérésie d'Horus, alors que ça a été leur plan de base ou juste ce qu'ils ont fini par faire, difficile à dire. Quoi qu'il en soit, ça a réussi, puisqu'au final ça a empêché l'empereur de mener à bien ses projets, et l'état dans lequel est la galaxie à Warhammer 40 000, clairement, les dieux du chaos s'en sortent très bien. Donc voilà, dispersion des primarques, et en fait ils sont tous arrivés sur une planète, et c'est là d'ailleurs qu'il y a cette théorie de ça aurait pu être l'empereur qui les a dispersés, ou la mère des primarques, ou en tout cas il y a la main de quelqu'un qui aurait un peu guidé, c'est que en fait aucun des pods de primarques n'est tombé dans un soleil, aucun n'est tombé dans un trou noir, ils sont tous arrivés sur une planète peuplée d'humains. Alors, ils n'ont pas tous été récupérés sur une planète bien intentionnée ou quoi que ce soit, clairement pas, ça on va le voir par la suite, mais il y a ce côté de, ils ont tous survécu à cette dispersion, et ils ont tous pu être élevés, puis même récupérés par l'empereur, donc il y a vraiment eu quelque chose de presque protégés au final dans leur vie. Le nombre de primarques, c'est parfois quelque chose un peu sujet à débat d'une certaine manière, puisque des primarques, on va parler parfois, comme je l'avais dit pour les légions en fait, parfois 18, parfois 19, parfois 20, parfois 21. Même raison pour les légions. En fait, il y a en théorie eu un projet primarque par l'empereur qui a eu 20 projets, sous-projets différents, un par légion. Sauf qu'il y a eu une paire de jumeaux parmi ces 20 primarques, et il y en a 2 qui ont été effacés complètement de la mémoire, et qui, de manière complètement méta, en fait, à notre niveau, n'ont jamais été développés, et à mon avis, ne seront jamais développés. Donc en fait, il y a factuellement 18 primarques, dont une paire de jumeaux, qui amène parfois le chiffre à 19. Sur ces 18 primarques, parce que je vais mettre Alpharius et Omégon dans la même catégorie, il y en a eu pile 9, la moitié, qui sont restés loyaux, et 9 qui sont devenus renégats. Voilà. De ces 18 primarques, les 18 légions Space Marines, ça on en a déjà vaguement parlé. Alors, les primarques sont numérotés. Il y a plein de manières pareilles de les numéroter. On peut les prendre par ordre du numéro de légion, qui est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et qui est souvent la manière dont ils sont numérotés. Mais il y a également l'ordre dans lequel ils ont été retrouvés par l'empereur, où il y a un petit piège, mais ça sera pareil, ce sera dans l'autre vidéo celle-là. Il y a un petit piège sur l'ordre dans lequel ils ont été retrouvés. Mais après, il y a également, par exemple, l'ordre de parution des romans sur les primarques, qui n'est pas du tout le même que... D'ailleurs, le bouquin sur Horus n'est toujours pas sorti, alors que Horus aurait été le premier retrouvé d'après l'ordre classique. Donc voilà, en tout cas là dans cette vidéo, on va traiter des primarques loyalistes et triés par ordre du numéro de la Légion. Ce qui va du coup nous amener à la seconde partie de cette vidéo, où on va vraiment parler des primarques. Le numéro 1, celui de la première Légion, les Dark Angels, c'est Lionel Johnson. Alors, Lionel Johnson, en 3 mots, littéralement ça veut dire le lion, le fils de la forêt, qui est l'un de ces titres qu'on va retrouver souvent. Alors des titres, il en a plein. Le premier, l'ange des ténèbres, le père ou le seigneur des anges. Il en a énormément. Mais Lionel Johnson, c'est le titre qui lui a été donné lorsqu'il a été découvert, et qui du coup est littéralement son nom. Alors, détail amusant, Lionel Johnson, c'est le nom d'un poète dans le monde réel qui a écrit un poème qui s'appelle l'ange des... Enfin, The Dark Angel, et il est assez clair que dans un... en fait, à une époque, Warhammer, c'était quelque chose d'assez humoristique. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui, mais à une époque, c'était vraiment le thème principal. C'était quelque chose de très drôle, notamment Warhammer 40 000, qui était très parodique. Si vous regardez les premières illustrations, notamment des Ultramarines, il y a des choses très très drôles, avec des Ultramarines en train de danser. Mais ça date d'une époque dans l'or où les Space Marines étaient juste des humains dans l'espace. Il n'y avait pas cette notion de c'est des super guerriers, machin, non, c'était des humains. Donc ils avaient des moments de loisirs beaucoup plus développés que ce que les Space Marines, qui ne sont plus des humains, des méta-humains, sont aujourd'hui. Tout ça pour dire que oui, en fait, à cette époque-là, les primarques étaient nommés avec des noms qui étaient beaucoup plus proches de jeux de mots. Et notamment Lionel Johnson, The Dark Angel, c'est clairement une référence au poète et à son poème, qui aujourd'hui, à mon avis, il n'aurait pas été nommé comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça c'est resté, et je trouve que c'est une bonne chose, ça permet
de voir un peu cette évolution aussi du ton, de la manière dont était raconté Warhammer au fil du temps. Donc voilà, lui, son pod, il est arrivé sur une planète qui s'appelle Caliban. Alors Caliban, c'est une planète qui était pas très très loin de l'œil de la Terreur, qui était couverte de forêts, et du fait de sa proximité avec le trou dans la réalité qu'est l'œil de la Terreur, avec une influence war passée élevée. Dessus, il y avait des monstres, donc grosses bestioles, qui se baladaient dans la forêt, et au fur et à mesure du temps, attaquaient, mangeaient, dévoraient, tout ça, la population humaine de la planète qui diminuait au fur et à mesure. Donc les humains sur cette planète étaient clairement pas en bonne passe, et avec le temps, ils auraient fini par disparaître. Sachant que ça datait du coup de la chute de du premier empire humain, donc ça veut dire que ça prenait quand même du temps, donc c'est pas non plus un rythme rapide, mais voilà, c'est pas une planète où ça se passait bien pour les humains. Le lion, il tombe, son pod, il arrive au milieu de la forêt, et alors là, suivant les sources, c'est une décennie ou un siècle, mais en tout cas pendant un bout de temps, il a vécu seul dans la forêt, en se défendant à main nue, telle une bête, donc comme les grandes bêtes de Caliban, il survivait seul dans la forêt en se défendant contre ces horribles monstres. Et il a fini par être trouvé par en fait, sur la planète de Caliban, il y avait des ordres de chevalerie. C'était une planète qui, bien qu'elle ait encore une certaine quantité de technologie du Moyen-Âge technologique, ils avaient accès à des armures énergétiques, un peu comme ce que les Space Marines auront plus tard. Ils avaient accès à des versions un peu basiques des bolters ou des choses comme ça. Ils avaient de l'armement, c'était pas des chevaliers juste avec des épées. Ils se battaient comme ça, mais c'était plus par choix. Donc en fait, il y a des ordres de chevalerie qui chassaient ces monstres. Et il y a un de ces ordres, qui s'appelle bêtement l'Ordre, qui était mené par un homme qui s'appelle Luther, qui a trouvé en fait, le lion dans la forêt, et il y a eu un débat entre les gens qui l'ont trouvé. C'est clairement une bête qui a une apparence humaine, il faut la tuer comme toutes les autres bêtes. Et Luther qui disait non, c'est un homme qui a survécu, c'est sûrement un signe, il faut qu'on le garde et qu'on l'élève. Bon, il se trouve que c'est l'avis de Luther qui l'a emporté, c'est lui qui l'a nommé Lionel Johnson, donc le lion fils de la forêt, en référence au fait que les lions de Caliban était l'une des créatures les plus dangereuses qui vivaient dans cette forêt, et que clairement ce type-là était dangereux puisqu'il avait réussi à survivre. Les primarques ne grandissent pas à un rythme normal. Parfois ils grandissent très vite, parfois ils grandissent lentement. Là typiquement, si Lionel Johnson il est resté que soit 10 ans ou un siècle dans la forêt quand ils l'ont trouvé, s'il est resté un siècle, il n'avait pas l'apparence d'un homme de 100 ans. Il avait même l'air plutôt jeune à ce moment-là. Ce qui justement aussi joue un peu sur la compassion de Luther, qu'il a adopté comme son fils. Ensuite, il a été élevé comme un chevalier. Donc un chevalier de l'ordre. Donc on lui a appris à chasser les monstres, on lui a appris qu'il fallait être fier, être digne, que l'honneur c'était important. Mais quelque chose qui est toujours resté de cette période de solitude dans la forêt au lion, c'est une certaine paranoïa. En fait, lui, il a grandi dans un monde où il fallait tuer pour survivre. Et ça, c'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté. Il était très taciturne, il parlait peu, parce qu'en fait, lui, son premier développement, il avait personne à qui parler. Donc en fait, même plus tard, quand il était parmi les autres primarques, ses frères, quand il était avec l'empereur ou quoi, il parlait pas des masses. Il avait toujours un regard de d'où pourrait venir le danger, et comment me protéger, comment tuer avant d'être tué. Ça, c'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté, bien qu'ensuite il était formé comme un chevalier et tout. D'ailleurs, il est vu comme un de ses titres est le duelliste, et il est toujours représenté avec sa belle armure, une belle épée, les cheveux bien coiffés, les choses comme ça. Mais fondamentalement, c'est un de ceux qui a eu, au final, le passage animal le plus long. Il a été considéré comme une bête pendant, suivant le lore, parfois 100 ans. Je vais pas plus rentrer dans les détails que ça, parce que si je dois rentrer dans le détail 100% de tous les primarques, la vidéo va durer environ 4 jours, et à un moment, il va falloir qu'on mange quand même. Mais voilà, donc peut-être on rentrera dans les détails dans une prochaine vidéo. Il est monté en grade dans l'ordre de chevalerie, il a fini par devenir le grand maître de cet ordre, il a décidé, ça y est, moi je vais lancer une grande croisade, digne fils de son père, contre les bêtes, et on va à tout jamais repousser les bêtes de Caliban. Ce qui a été plutôt bien reçu par la population qui, enfin, se disait on ne va pas survivre, mais on va gagner, on va conquérir, on va prendre notre destin en main. Donc ils ont commencé à accepter de plus en plus de gens dans l'ordre de chevalerie, puisque normalement il y avait un peu que les nobles qui rejoignaient ce truc-là dans un monde féodal. Et là en fait ils acceptaient tout le monde peut joindre la croisade, qui est un vrai truc dans les croisades réelles d'ailleurs. Les croisades c'était un truc où on disait, alors c'était principalement pour occuper, petite parenthèse historique réelle, pour occuper en fait les gens, les guerriers notamment,
en Occident quand ils avaient rien à faire, le pape en fait leur disait bah écoutez vous savez quoi, quitte à n'avoir rien à faire, plutôt que de vous taper dessus entre vous, ce qui tue bêtement la population, allez donc vous taper dessus plus loin, allez libérer Jérusalem, etc. Ce qui en fait permettait d'occuper les gens. Et la motivation c'était tout ce que vous ferez là-bas qui n'est pas en accord avec les 10 commandements de la Bible, ça compte pas. En fait c'est pas grave, tu ne tueras point, si c'est là-bas, pas de souci, pas de problème. Donc il y avait ce côté de tout le monde pouvait y aller, tout le monde était invité. Et là il y avait un peu ça aussi dans la croisade de Lionel Johnson, c'est tout le monde peut venir, tout le monde participe, il faut sauver la planète. Ça finit par fonctionner, alors ça a pris longtemps, il y a eu beaucoup de morts, mais ils ont fini par y arriver. Ils ont libéré la planète. Alors il y a certains ordres de chevalerie qui n'ont pas voulu y participer, parce qu'il y avait différents ordres encore, qui disaient oui mais si jamais on fait ça, ça va déstabiliser l'ordre social, ils auront plus besoin de nous les guerriers, enfin le peuple aura plus besoin de nous les guerriers, on peut pas faire ça, c'est pas bien. Eux ils ont été massacrés jusqu'au dernier, donc on voit dès le début, Lionel Johnson c'était quelqu'un qui avait un code très précis de non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne, et si t'es pas d'accord avec moi, tu meurs, et ça c'est quelque chose qui lui est toujours resté. On le verra plus tard, il s'est souvent battu avec ses frères, parce que non, c'est pas comme ça que ça doit être fait, c'est pas comme ça que sont les choses. Libération de la planète, plus tard l'empereur est arrivé, lui a dit, donc ils l'ont identifié que c'était son fils, parce que bon bah il y a un autre dieu gigantesque qui marche sur cette planète, bon bah c'est sûrement le même. Comme la plupart du temps, quand l'empereur a été réuni avec un primarque, duel afin de voir, ah oui, non mais attends, c'est moi le plus fort des machins, non regarde c'est moi, on se tape dessus, ah oui effectivement c'est toi le plus fort, j'accepte de te servir. Il lui donne sa légion de Space Marines, que Lionel Johnson décide de baptiser les Dark Angels, donc les anges sombres, en référence à une légende calibanite qui parlait d'anges qui descendraient des cieux, donc bon bah voilà. À partir de là, il prend sa légion, il fonde les différents ordres au sein de la légion, il leur apporte ce côté très chevaleresque, qu'en fait jusqu'à ce moment-là ils n'avaient pas. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur les légions, eux ils avaient le schéma à la base de, ils savent tout faire, réparti par différentes catégories. Et là, lui, il a apporté le côté code de chevalerie, le côté l'honneur par l'épée, tout ça qu'ils ont gardé encore aujourd'hui. Ils sont toujours représentés comme des chevaliers, les Dark Angels. Ça, c'est quelque chose qui vient de Caliban, qui vient de Lionel Johnson, et non pas de la vision de l'empereur pour cette légion. Alors, en plus de leur avoir donné des légions de Space Marine, chaque primarque a reçu de l'empereur un vaisseau de classe Gloriana, des vaisseaux gigantesques. Alors, ils sont pas tous identiques, tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Les Gloriana, il y en a un par primarque. Celui spécifiquement des Dark Angels, si je me souviens bien, c'est le plus grand. Je sais plus si c'est celui des Dark Angels ou des Ultramarines le plus grand, mais je crois que c'est les Dark Angels. S'appelle The Invincible Reason, la raison invincible, qui a ce côté de... c'est comme ça que ça doit être, la raison invincible. Et particulièrement costaud, donc un vaisseau gigantesque pour déplacer la première légion, qui a longtemps été la plus nombreuse, la plus terrifiante, le plus gros des Gloriana. Pendant l'hérésie d'Horus, les Dark Angels c'était une des légions les plus puissantes. Comme on l'avait déjà dit, du coup, c'était ceux qui servaient de modèle aux autres, donc ils avaient vraiment ce côté très très fort. Et l'objectif pour les renégats, c'était qu'ils ne puissent participer le moins possible. Donc ils avaient été pas mal éloignés par Horus quand il avait pu donner les ordres. Ils n'ont pas participé au siège de Terra parce qu'ils ont mis trop longtemps à arriver. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas participer au siège de Terra et défendre l'empereur, ils se sont dit, bah on va raser les planètes d'origine des primarques renégats. Il n'y a pas de raison. Si eux ils peuvent attaquer Terra, nous on va détruire leur planète à eux. Donc on voit encore ce côté de t'es pas d'accord avec moi, tu meurs et tu disparais. Et donc voilà, donc vraiment une volonté d'éradiquer ceux qui ne font pas les choses comme elles doivent être faites. Ensuite, il est retourné sur sa planète de Caliban, sur laquelle Luther, donc son père adoptif, avait été mis en garnison, ce que lui-même voyait comme un certain honneur. Du point de vue de Lionel Johnson, former les gens, c'était quelqu'un de très paranoïaque, Lionel Johnson. Le fait de recruter les nouveaux Dark Angels, de les former, de faire la nouvelle génération de ses fils, de ses soldats, c'était quelque chose qu'il ne pouvait confier qu'à Luther, qui était une des rares personnes en qui il avait confiance. Mais lui, Luther l'avait vécu comme il a été écarté du combat. Quand Lionel Johnson revient sur Caliban, il se trouve qu'en fait Luther avait trahi. Alors, est-ce qu'il avait trahi pour le chaos? Est-ce qu'il avait trahi purement par jalousie, par peur d'être remplacé, par sentiment d'infériorité face à littéralement un surhomme qui ne vieillira pas et qui verra la conquête des étoiles aux côtés de l'empereur? Difficile à dire, parce que pareil, là-dessus, il y a débat, et tant qu'on n'aura pas une source plus claire que les rares références qu'il y a dans des bouquins qui sont toujours un peu à demi-mot,
on verra. Mais en tout cas, il arrive, rébellion de la planète, il se tire dessus, la planète finit par être détruite par l'armement lourd, parce que les Dark Angel ils font pas dans la finesse. Duel entre Lionel Johnson et Luther, à la fin les deux sont blessés à mort, mais les deux survivent. Une thématique qu'on va voir souvent, ça. Lionel Johnson est mis dans un coma qui va durer 10 000 ans, et il finira par se réveiller à Warhammer 40 000, puisqu'on l'a récemment vu revenir, donc avec sa super figurine en plastique. Lui, aujourd'hui, il est beaucoup plus réfléchi que ce qu'il ne l'était à l'époque. Notamment, alors on parlera plus tard de l'Imperium Secundus dans cette vidéo, mais Lionel Johnson, quand il a appris que Guilliman et Sanguinius avaient tenté de faire un deuxième Imperium en pensant que le premier était tombé, l'avait très mal vécu, l'avait vécu comme une trahison. Alors que, à Warhammer 40 000, quand il apprend que le seul de ses frères qui est encore là est Guilliman, sa première réaction n'est pas « Ah zut, c'est Guilliman » ou « Ah, ce traître, ah, ça y est, il a réussi à devenir régent de l'Imperium, machin ». Non, sa première réaction, c'est de se dire « Je ne suis pas seul, un de mes frères est là ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort de se dire que lui qui était très intransigeant, c'est la manière dont doivent être faites les choses ou la mort, bah, quand il apprend que son frère, qui ne fait pas les choses de la même manière que lui, est vivant, il en est heureux. Donc aujourd'hui, alors là pour l'instant il n'y a pas encore énormément de choses dans lesquelles on l'a vu, mais il a l'air d'avoir acquis énormément d'expérience. C'est un moins bon guerrier que ce qu'il ne l'était avant, mais c'est probablement un meilleur leader, un meilleur seigneur pour ses troupes et pour ses fils, qui sont d'ailleurs très contents de l'avoir retrouvé, puisque ça a permis de faire un pont avec les déchus, donc la partie qui avait suivi Luther, parfois par choix, parfois par défaut, et donc ça j'en avais déjà parlé, mais donc voilà, aujourd'hui un chef bien plus sage, et donc on est beaucoup plus loin de cet animal, donc littéralement le lion de Caliban, d'après lequel il avait été nommé. Le Primarque numéro 2, on n'en sait absolument rien, puisque la Légion 2 et 11 sont les deux légions disparues, donc aucune info sur celui-là. Primarque numéro 3, c'est un renégat. Primarque numéro 4, c'est un renégat. Primarque numéro 5, Jagatai Khan, des White Scars. Alors Jagatai, lui, il est arrivé sur une planète, alors parfois appelée Chogoris, qui est le nom local de la planète, parfois appelée Mundus Planus, qui est le nom impérial de la planète, qui veut littéralement dire le monde plat. Chogoris, c'est une planète qui est bien plus sympa que Caliban. C'est une planète assez peu développée technologiquement, alors qui n'est pas aussi sauvage que ce qu'on peut le penser quand on voit les White Scars. Il y avait des civilisations, il y avait des trucs bien plus développés. C'est juste que spécifiquement Jagatai est arrivé dans la partie moins peuplée, dans la partie plus sauvage. Mais c'est une planète qui était riche en nature, en ressources. C'est une planète qui était plutôt en bonne forme, Chogoris, et qu'il est toujours d'ailleurs. Et en fait, lui, il est tombé dans une tribu de nomades, donc typés mongols, qui vénéraient les esprits de la nature, notamment ceux de la tempête et des éclairs, des cieux, et qui donc vivaient par le cheval, par la conquête et par la guerre. Il a été élevé par un chef d'une tribu, parce que généralement, les primarques, c'était des gens... On se rendait compte que cette espèce d'humain bizarre, trop grand pour être normal, qui tombe des cieux... En général, on le confiait pas à n'importe qui. Donc lui, il a été confié au chef d'une tribu, et il a été élevé comme un guerrier. On lui a appris la poésie, la philosophie des steppes des tribus de Chogoris. Et quand son père a été assassiné par un chef d'une tribu rivale, il a pris l'épée familiale, il a dit « Allez hop, c'est parti, moi je vais exterminer toutes les autres tribus, je vais venger mon père », ce qu'il a fait. Il a conquis la planète, mais... Après avoir conquis la planète, il a dit « Moi, j'ai pas envie de régner, je ne suis pas un tyran, je suis clairement un conquérant, mais je vis pour ma liberté. Je ne serai pas enchaîné à mon trône, je ne veux pas régner là-dessus. » Et en fait, après avoir conquis la planète, il a laissé la planète retourner à sa tradition de différentes tribus qui fonctionnent séparément. Mais il avait quand même laissé un lourd impact. L'empereur arrive, le reconnaît, le réunit à sa légion, et il apporte du coup ce côté tribal, cette fierté à la Légion des White Scars. Comme pour Lionel Johnson, le nom de Jagatai Khan est inspiré de choses réelles. Alors là, c'est moins une référence un peu drôle. C'est alors Jagatai Khan qui est son nom et son titre
En fait, Jagatai, c'est l'un des fils de Gengis Khan. Khan, dans la culture mongole, ça voulait dire le chef, le roi. Le titre qui va être le plus souvent associé à Jagatai, c'est le faucon, Wahawk en anglais. Alors, comme tous les primarques des titres, il en a 15 millions, mais le faucon ou le grand Khan, c'est ceux qu'on va retrouver le plus souvent. Lui, il avait un rapport assez particulier à la conquête de la galaxie, qui est que Jagatai, ça a toujours été l'un des plus pragmatiques des primarques. C'est-à-dire que lui, au moment où il y a eu l'hérésie, il s'est pas dit « Ah non, l'empereur avant tout, ah oui, il faut le brûler ». Lui, il s'est dit « Oui, c'est vrai qu'effectivement, la domination, écraser les peuples, ramener tout le monde dans l'impérium par la force, et la mort pour ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des méthodes de tyran, mais le chaos, c'est les démons, il vaut mieux être esclave à un homme qu'aux démons, etc. » Il a eu ce côté de « Oui, je vois le pour, je vois le contre », et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver au cours de toute la vie de Jagatai Khan. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui n'agit pas pour sa gloire propre, ou la gloire de l'empereur, ou la reconnaissance. Il a toujours eu la liberté. C'est vrai que les White Scars, c'est la légion de ceux qui n'aiment pas être mis dans des dreadnoughts parce qu'ils sentent plus le vent dans leurs cheveux. Il y a ce côté de... c'est les Hells Angels, en fait, de Warhammer 40 000, donc avec les motos et tout. Bon, avec plus en blanc qu'en noir, ils n'ont pas le gros blouson de cuir, mais il y a ce côté de... eux, le plus important, c'est la liberté. Ils ont un peu ce côté, je dirais pas vivre et laisser vivre dans un monde comme Warhammer, où le truc de base, c'est on va aller taper sur son voisin, mais c'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Et lui notamment, il aimait pas être déployé avec ses frères parce que il aimait pas devoir débattre, il aimait pas devoir s'expliquer. Jagatai notamment, il avait eu des interactions, des petites anecdotes rigolotes avec le Mechanicus, donc ceux qui font la technologie, donc nécessairement les vaisseaux de l'Imperium. Jagatai, c'est quelqu'un qui a été élevé à cheval sur les plaines, les White Scars se déplacent à moto, mais nécessairement, dans la conquête galactique, ils ont des vaisseaux. Et ils veulent des vaisseaux rapides. Donc lui, quand on lui a donné son Gloriana, qui s'appelle le Sword Storm, donc la tempête d'épée, il a fait « Oh, il est très bien, très très bien. Par contre, vous me le modifiez, je veux qu'il aille à telle vitesse, vous modifiez les réacteurs, vous en faites ça. » Le Mechanicus leur fait « Non mais on peut pas faire ça. » Il fait « Alors, moi je suis pas là pour faire de la technique, hein, ça c'est votre boulot. Moi je vous dis ce qu'il me faut, maintenant vous le faites, vous trouvez la solution. Je reviens dans tant de temps, je sais plus combien de temps il leur laisse, mais je reviens plus tard, et si c'est pas fait, vous expliquez avec mes gars, ils sont beaucoup moins patients que moi, ce sont des sauvages illettrés, vous leur expliquerez pourquoi le vaisseau va pas à la vitesse que je vous ai exigé qu'elle aille. » Donc, il y avait ce côté de... Ouais, le Mechanicus, ok, c'est bien, c'est eux qui sont censés savoir, je ne veux pas l'entendre, moi, je vais faire ça. Il y avait je suis maître de ma destinée, je suis libre de ce que je veux faire. Et du coup, il avait des vaisseaux plus rapides que les autres, ça c'est toujours intéressant. Mais du coup, du fait qu'ils avaient modifié leur vaisseau pour la vitesse, et qu'ils avaient une flotte particulièrement bien développée, ils sont aussi allés beaucoup plus loin, en fait, pendant la conquête galactique. Ils étaient tout seuls, complètement paumés dans un coin, ce qui fait qu'ils ont peu interagi avec les autres. Alors, je crois qu'il était présent sur Ulanor, mais à part ça, on le voit quasiment jamais avec les autres primarques. Ce qui fait d'ailleurs que pendant l'hérésie d'Horus, il n'était pas énormément présent. Alors il était là à la fin, les White Scars faisaient partie de ceux qui étaient là sur Terra, lors du siège de Terra. Il y avait 3 légions qui étaient là, il y avait les Imperial Fist, les Blood Angels et les White Scars. Et d'ailleurs il s'est beaucoup battu contre Mortarion à ce moment-là, parce que Mortarion avait tenté de le convaincre, parce que le primarque dont il était le plus proche c'était Horus, et d'ailleurs il y a moyen dans le jeu Hérésie d'Horus de jouer des White Scars renégats, ils ont des règles spécifiques du fait qu'ils sont potes avec les Luna Wolves, puis les Sons of Horus avec lesquels ils étaient déployés. Mais un primarque avec lequel il avait pas mal interagi, c'est Mortarion, qui avait tenté de le convaincre de le mérite de la rébellion, alors pas en disant oui les forces du chaos machin, mais plus en disant regarde l'empereur c'est un tyran machin, et la réponse de Jagatai avait été oui effectivement c'est un tyran, mais toi t'es un hérétique. Et sans dévotion absolue à l'empereur, surtout pas à l'époque. À cette époque-là, l'empereur n'était pas un dieu, il n'y avait pas encore le culte impérial, mais il y a ce côté de toi tu vends ton âme au démon, l'humanité souffrira plus de ce que vous êtes en train de faire que par l'empereur, c'est hors de question. Et lors du siège de Terra, Jagatai a affronté Mortarion et l'a détruit, enfin a détruit son corps démoniaque, et ensuite c'est un prince démon maintenant Mortarion, c'est un primarque démon. Donc on s'en débarrasse pas comme ça, mais lors du siège de Terra, c'est Jagatai qui a détruit Mortarion. Dans un bouquin qui s'appelle Wahawk, donc le faucon, comme Jagatai. Je pense que ça va être tout pour Jagatai Khan. Légion numéro 6, la Volca Fenrica, The Rout, comme ils disent. Alors, les Manrus,
et non pas le général Lehman Russ de la garde impériale tel qu'il a été conçu dans les premières éditions de Warhammer 40 000, vraiment le Primarque, l'exécutant de l'empereur, le roi loup c'est Lehman Russ, et le grand loup c'est le maître de chapitre. Mais le roman sur Lehman Russ de la série Primarch de Black Library s'appelle Le Grand Loup. Donc il y a sûrement à une époque où c'était lui le chef, il devait cumuler les deux titres de Grand Loup et Roi Loup. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est appelé le loup? Parce que un peu comme Lionel Johnson, lui il est arrivé sur une planète rude. Le pod de Lehman Russ est tombé sur la planète de Fenris, qui est un monde, faut imaginer une espèce de gigantesque glacier scandinave à l'échelle d'une planète. Et lui, il est tombé sur un coin un peu paumé, et il a été élevé par des loups. Il y a des gros loups, les Thunderwolves sur Fenris, et lui il a été élevé par ces loups-là. Donc il a été élevé comme un animal, un peu comme Lionel Johnson, mais un animal plus... là où Lionel avait grandi seul, lui il a été élevé. Donc il a eu une mère, même si c'était pas une mère humaine, il a eu des frères, même si c'était pas des frères humains. Contrairement à Lionel, qui a grandi seul dans un monde qui voulait sa mort, Lehman Russ, dès le début, il a eu cette notion de on peut être fort en groupe, on peut avoir un rapport avec ses semblables. Bon, il se rendait pas compte que c'était pas ses semblables, et encore, lui, il est particulièrement poilu pour un primarque, comme je viens de le dire pour Jagatai. Mais pas autant qu'un loup. Au final, ces loups ont un hiver particulièrement rude sur Fenris, ont attaqué une tribu d'humains, la tribu des Russ, pour manger, pour que ce soit les humains ou leur nourriture. Ce qui du coup a énervé la tribu, qui sont allés les chasser jusque dans leur tanière, ils les ont tous tués, et trouvant cet enfant humanoïde en tout cas parmi les loups, tout comme Lionel Johnson, la question se pose de qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un animal et on le tue? Est-ce que c'est un homme auquel cas on le sauve? Débat, la compassion l'emporte, on le sauve, on le récupère. Il a été élevé par le chef de la tribu des Russ, il a reçu le nom de Lehman Russ, et il a été élevé comme un homme. Mais ce côté sauvage n'est jamais vraiment parti. D'ailleurs, ça se voit même aujourd'hui à 40 000 dans les Space Wolves, qui sont du coup ces enfants génétiques, qui mutent en Wolfen, où ils vont récupérer physiquement un aspect lupin, un aspect de loup, où ils vont développer des crocs, ils vont développer un faciès beaucoup moins humain, et de la fourrure. Et plus généralement, bien que à l'époque où Lehman Russ est encore présent, ça c'est une vraie différence qu'on voit dans la gamme et le design général des figurines entre 30K et 40K, Lehman Russ, bien qu'il ait été élevé par des loups, au final c'est beaucoup défini par sa tribu humaine, et donc ce look très scandinave, très viking des Space Wolves à 30K, mais plus le temps est passé, plus ils se sont rattachés à ce côté de le grand loup, élevé par les loups, notre culture, c'est les Thunderwolves plus que les habitants de Fenris. Ça se voit dans le design qui évolue, où ils ont moins ce côté scandinave et viking, et beaucoup plus ce côté animal et loup au fil du temps. Alors, on peut associer ça aussi à la lente dégénération du génome, du Canis helix, qui est spécifiquement le nom du génome Space Wolf, qui du coup les rapproche plus de la bête, en l'absence de leur primarque, pour leur rappeler que, enfin déjà pour stabiliser le génome, puisque ils sont obligés de fonctionner avec des génogermes, des gene seeds, de plus en plus distants du primarque, et également juste le fait que le temps passe et ils oublient, ils se souviennent de ce qu'ils arrivent à se souvenir. Ça c'est la grande thématique de Warhammer, c'est la décadence lente de tout en fait. Il n'y a rien qui se maintient dans le temps. Donc voilà, Lehman Russ, du coup il avait vraiment ce côté saga scandinave, ce guerrier plus grand que la nature. Donc lui il a beaucoup moins le côté carré parce qu'il est très très similaire d'une certaine manière à Lionel Johnson, mais il a beaucoup moins ce côté carré, ce côté code d'honneur. Alors il a clairement un honneur, mais plus un honneur pas de sauvage, mais un honneur plus tribal. Et notamment, ça va être quelqu'un qui va boire de l'alcool en grande quantité, rigoler à gorge déployée, des choses comme ça. Là où on n'imagine pas du tout Lionel Johnson faire ça. Et d'ailleurs, quand l'empereur finit par arriver sur Fenris et souhaite récupérer Lehman Russ le défie à non pas un duel, alors pas dans un premier temps, mais à un concours de nourriture. C'est qui est-ce qui mangera le plus ? Et c'est Lehman Russ qui l'emporte. Parce que autant je pense que l'empereur est un surhomme, autant en fait c'est pas du tout quelqu'un qui a construit sa vie autour du fait de je vais beaucoup manger. Ensuite il y a un deuxième défi qui est lancé, qui est-ce qui va boire le plus. Et encore une fois, c'est Lehman Russ qui l'emporte. Donc on voit que pour
définir la valeur de cette personne qui prétend être son père, il va pas vérifier est-ce que c'est un grand guerrier, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est intelligent, non, c'est à quel point est-ce qu'il peut manger, à quel point est-ce qu'il peut boire, à quel point est-ce qu'il peut vivre d'une certaine manière. Ce qui est assez intéressant dans la mentalité de Leman Russ, qu'on a quand même beaucoup tendance à voir comme celui qui est capable de tuer les autres primarques, ça on en parle dans un instant, mais c'est une thématique très forte. Les Space Wolves, c'est une légion qui se définit beaucoup par le fait qu'ils se battent, qu'ils sont forts, c'est ceux qu'on envoie sur Prospero, mais ça n'est pas le premier réflexe de Leman Russ pour vérifier la valeur d'un homme. Et ensuite, il y a un troisième défi qui est lancé, qui est un combat, et ce combat est long, mais est remporté par l'empereur, et après ça, Leman Russ fait « Bon, bah très bien, je te suis, je suis effectivement ton fils, donne-moi la légion, en avant », et il rejoint ses frères. Mais donc je trouve que c'est une parenthèse très intéressante dans la saga de Leman Russ, de voir que le combat vient après la vie. Une fois qu'il devient l'exécutant de l'empereur, là pour le coup, le combat prend le dessus. Donc notamment, il y a de fortes chances, il est fortement laissé sous-entendre que ce seraient les Space Wolves et donc les Leman Russ qui auraient fait disparaître les légions 2 et 11, même si pareil, c'est le truc qui sera jamais vraiment confirmé. Comme je disais un peu plus tôt, c'est eux qui sont envoyés sur Prospero, on en parlera dans la vidéo sur les renégats, mais quand Magnus a semblé trahir et que l'empereur a voulu faire venir les Thousand Sons, qu'il a voulu maîtriser une légion, il a envoyé les Space Wolves. Parce que les Space Wolves étaient combattants particulièrement efficaces, particulièrement forts, donc c'est eux qu'on envoie quand on doit taper sur du Space Marine, qui était l'armée d'élite de l'Imperium. Bah, les Space Wolves, c'est ceux qu'on considère comme pouvant gagner contre eux-mêmes. Il y a eu une discussion entre Gavriel Loken des Luna Wolves et Leman Russ. Donc il y a cette thématique de les deux légions qui sont devenus les Sons of Horus, mais qui étaient les Luna Wolves à la base, et les Space Wolves ont tous les deux cette thématique de loup, cette thématique de meute. Mais là où les Luna Wolves sont plus glorieux, c'est les loups blancs, c'est les loups beaux, c'est ceux d'Horus, c'est ceux qui sont fiers. Et les Space Wolves sont plus sauvages, c'est les loups gris, c'est les loups marrons, plus bestiaux. Il y a une discussion entre Leman Russ et Gavriel Loken de je pense que je peux battre tous les primarques. Il le dit en fait. Il dit on a vu ce qui s'est passé contre Magnus, je pourrais battre Perturabo ou Dorn parce qu'ils sont trop rigides pour pour se battre contre moi, je pourrais battre... il fait la liste, il dit que Lorgar il aurait aucune difficulté, que Guilliman il est pas assez fort, etc., etc. Donc il y a vraiment ce côté de il le sait. Et d'ailleurs, il y a une scène où les deux primarques loups s'affrontent, donc c'est après la corruption d'Horus. L'empereur donne une super lance, alors je sais plus si c'est la lance de Longinus, mais il donne une lance en tout cas à Leman Russ, qui bat Horus en duel, alors qu'on parle d'un Horus corrompu. Alors le duel est finalement perdu par Leman Russ parce que, pris d'un moment de compassion en voyant son frère ne plus être corrompu sous l'influence de la lance de l'empereur, il se dit ah mais peut-être que je vais pas le tuer, il y a peut-être moyen de le récupérer, mais en fait non, Horus le blesse ensuite, ce qui fait que Leman Russ ne peut pas participer à la suite de l'hérésie, donc au siège de Terra notamment. Mais donc on voit ce côté de Leman Russ, il peut battre Horus, mais il veut pas le tuer. Encore une fois, la vie l'emporte sur le combat, dans un primarque qu'on voit pourtant comme particulièrement sauvage, comme particulièrement bestial, qui, à mon avis, pourrait revenir à 40 000 d'ici peu de temps. Je pense que ce serait le primarque loyaliste pour la 10e édition. S'il revient, il y aura probablement un côté très wolfen, un côté très animal, mais qui, finalement, ce côté bestial, ce côté sauvage, n'est pas ce qui le définissait avant. Et entre Horus et Leman Russ, au final, c'est plus Horus qui a laissé part à la bête, qui a laissé part à la fureur et à la rage, là où Leman Russ, qui est vu comme le sauvage entre les deux, au final, c'est lui qui a fait preuve de compassion. Intéressant. Ils ont développé de l'alcool, ça je l'avais déjà dit, mais les Space Marines, et probablement les primarques du coup, sont absolument insensibles au poison, aux choses comme ça, et du coup ils ont dû développer des alcools spéciaux pour pouvoir se rendre ivres. Encore une fois, ce côté de il faut vivre, on n'est pas des outils, on n'est pas là pour être utilisé pour la guerre, bien sûr qu'on va le faire, parce que fonctionnellement, si, on est là pour ça, mais on en veut plus. Ils ont une rage de vivre, les Space Wolves. Voilà, c'est des loups enragés d'une rage de vivre. Donc, comme tous ses frères primarques, Leman Russ a également reçu de l'empereur un Gloriana, donc les gigantesques barges de bataille. Le sien s'appelle le
Rafenkel, H-R-A-F-N-K-E-L, donc c'est vraiment, là on voit vraiment le côté très scandinave, donc par exemple les Scandinaves ils ont tendance à, dans les vieux noms, vous voyez les drogueurs, les trucs comme ça, à mettre un paquet de syllabes à de consonnes à la suite, et donc là il y a clairement ce nom très scandinave, je sais plus ce que ça veut dire, et je crois qu'il a été détruit lors de l'hérésie d'Horus, ce vaisseau, donc c'est vrai que c'est un vaisseau dont on n'entend plus parler à 40 000, et il y a des gens, je sais pas si Romuald va voir la vidéo, mais lui il saurait sûrement vous expliquer plus de choses que moi, parce que ça c'était sa légion de cœur, tout comme la prochaine, les Imperial Fist et la mienne. Maintenant, pour le coup, une légion où c'est des outils, leur primarque, c'est un outil, ce qui est intéressant parce qu'en français, dire de quelqu'un que c'est un outil, il y a ce côté de, bon, bah, c'est quelqu'un d'utilitaire, quoi. Mais en anglais, a tool, c'est une insulte pour dire que quelqu'un est bête, que quelqu'un n'a pas de fonction autre que servir. Et sans dire qu'ils sont bêtes, parce que c'est ma légion préférée, les Imperial Fist, la 7ème légion, et donc Rogaldorn, le primarque de la 7ème légion, il y a ce côté de ce sont des outils. Rogaldorn, titre le prétorien, c'est, contrairement à Leman Russ, un primarque qui considère que sa vie passe après son devoir, pour le coup. Il a un service à faire. Lui, il est arrivé sur une planète qui s'appelle Inuit. Inuit, c'est une planète glacée, donc c'est une espèce de petite bille de glace paumée dans l'espace. Donc c'est une planète où la vie est rude également. Mais c'est pas comme Fenris, où alors c'est deux planètes de glace, mais Fenris c'est vraiment, il faut imaginer le glacier scandinave à la Gods of War Ragnarok, là, alors j'ai pas joué au jeu, mais j'imagine. Donc c'est vraiment, il y a des kraken, il y a des monstres, il y a des loups géants, il y a des ours géants, il y a des tribus de vikings qui se tapent dessus pour les pauvres ressources qu'il y a. Enfin, c'est vraiment un combat épique de vivre sur cette planète. Là où Inuit, c'est beaucoup plus un truc réaliste de, sur une bille de glace, il n'y a pas de nourriture, il fait froid, il y a du vent, c'est dur la vie. C'est pas un combat épique, c'est juste une lutte rude et constante. Donc sur Inuit, il y a cette notion de la survie, elle passe par il faut être efficace, il faut pas perdre de ressources bêtement, et il faut connaître son rôle, savoir sur qui on peut compter et travailler ensemble. Et ça c'est quelque chose qui va complètement définir la vie de Rogaldorn. Rogaldorn, en fait, il a été recueilli par le chef d'une maison noble locale, de la famille Dorn. Il a été adopté par le chef de la maison, qui est considéré comme son grand-père. Choix intéressant d'ailleurs de grand-père et pas de père, puisque ça a laissé une place à l'empereur comme père de Rogaldorn sans qu'il y ait débat entre deux figures paternelles, enfin plutôt bien joué ça pour le coup, complètement par hasard. Mais... Et alors on sait pas énormément de choses de la jeunesse de Dorn, à part que il a été élevé donc dans cette notion de il faut être au service de la communauté pour que la communauté survive, pour qu'elle puisse fonctionner, et donc continuer dans le temps. L'empire d'Inuit s'est développé bien plus sous Rogaldorn que sous les générations précédentes, mais il y avait déjà un truc qui marchait. C'était pas un empire colossal comme ce qu'on va voir pour Ultramar, des Ultramarines plus tard, mais c'était quelque chose qui fonctionnait. Donc voilà, il y avait tout un petit empire en fait d'Inuit. Notamment, ils avaient trouvé à la périphérie du Soleil, donc pas bien vigoureux le Soleil des planètes de glace, du système, la Phalange. Donc la Phalange, c'est cette espèce de gigantesque station de combat en fait, donc comme je l'avais dit dans la vidéo sur les légions, une espèce de mini étoile noire de l'Imperium, qui a été du coup restaurée par Rogaldorn, enfin pas par lui personnellement, mais sous Rogaldorn, l'Empire d'Inuit a réussi à restaurer une espèce de merveille du Moyen-Âge technologique que, aujourd'hui encore, l'Imperium ne sait pas égaler, et qui est le plus gros vaisseau de l'humanité. Donc plus gros que les classes Gloriana, et plus gros que les classes Abyss, dont on parlera dans la vidéo des Renégats, qui sont d'autres gros vaisseaux humains. La Phalange, c'est une espèce de merveille technologique que personne ne sait vraiment expliquer, mais que l'Empire d'Inuit a été capable de restaurer. Donc ça donne quand même une idée d'un empire puissant. On n'est pas sur une espèce de petit royaume, même si c'était pas une conquête galactique. Quand l'empereur est arrivé, ça s'est plutôt bien passé. Il y a tout de suite eu une espèce de reconnaissance de oui, c'est lui, c'est mon père. Rogaldorn offre la Phalange à l'empereur en disant tu es le plus grand des humains, tu dois avoir le plus grand des vaisseaux. L'empereur dit non, non, tu le gardes, c'est à toi. Il en a fait son vaisseau amiral, ce qui d'ailleurs fait que les Imperial Fist sont les seuls qui n'ont pas utilisé le vaisseau Gloriana donné par l'empereur. Celui de Rogaldorn s'appelle le Croisé Éternel, le Eternal Crusader. Ça n'était pas leur vaisseau amiral. Là où toutes les légions utilisaient ces vaisseaux gigantesques, cadeaux de l'empereur, comme leur principal vaisseau, les Imperial Fist, ils ont la Phalange qui est juste plus grosse. Alors, on peut mettre plusieurs Gloriana
dans la phalange, mais littéralement, il y a des hangars et c'est déjà arrivé qu'ils les stockent dedans. Et l'Eternal Crusader servait bien sûr, et aujourd'hui c'est les Black Templars qui l'ont d'ailleurs, donc c'est rigolo que le chapitre de la croisade éternelle est le vaisseau qui s'appelle le croisé éternel, mais voilà, là où les Imperial Fist ont gardé la phalange à Warhammer 40 000. Rogaldorn, il a des émotions. Ça n'est pas un robot. Il n'a pas... parce que bien sûr qu'il se définit par son devoir, et à l'opposé de Leman Russ, il ne fait pas passer la vie avant la guerre. C'est-à-dire que quand l'empereur le récupère et qu'il lui dit « Oui, tu es là pour conquérir la galaxie, puis tu es là pour fortifier le palais, tu es là pour tenir le siège », Dorn fait toujours passer ça avant tout. Dorn, c'est pas quelqu'un qui ferait un concours de repas ou un concours de boissons. Il n'est pas dit que Dorn ait déjà bu de l'alcool dans sa vie. mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les romans, plus que dans le jeu, parce que dans le jeu, c'est pas quelque chose qu'on peut représenter. Il y a des monologues internes. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est quelqu'un qui va se sentir trahi, qui va se sentir déçu, qui a de l'affection pour des personnes. Souvent, il va même avoir de l'admiration pour des humains. Notamment, on voit l'amiral Sukasem, qui est l'une des chefs humaines de la flotte lors du siège de Terra. Dorn a énormément d'admiration pour elle, parce que c'est juste une humaine, mais qui s'oppose à la volonté de Horus, qui s'oppose aux légions renégates, aux dieux du chaos, et il a énormément d'admiration pour elle. Et c'est quelque chose qui pour Dorn a énormément de valeur, parce qu'il a été élevé comme un homme. Là où Leman Russ a été élevé par des animaux, et sans jugement de valeur aucun, en disant « Ah, c'est des animaux », mais bien sûr, il y avait ce côté de, quand on voit des chiots ou des louveteaux, ils jouent ensemble, il y a ce côté de la vie est importante, donc il y a ce côté de chez Leman Russ. Mais chez Dorn, il a été élevé comme un humain qui doit être au service de sa communauté, mais pas parce que c'est un outil purement qui ne sert qu'à ça, mais parce que la communauté sert l'individu, donc l'individu sert la communauté, c'est par amour de la communauté, d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas des masses dans un jeu Warhammer, le marteau de guerre, on n'est pas là pour s'aimer, mais il y a énormément de passion dans les Imperial Fist, bien qu'ils ne l'expriment pas, en fait. Il y a énormément de maîtrise, de tenue d'eux-mêmes. Et qu'on retrouve bien sûr dans Rogaldorn, qui suite à... donc on va passer rapidement sur l'hérésie, parce que la conquête, il conquiert, ensuite il fortifie le palais impérial. Quand l'hérésie débute, il doit fortifier d'autant plus le palais qu'il sait qu'un siège va arriver, et il est absolument détruit du fait qu'il doit retirer des statues, qu'il doit défaire les jardins pour installer des tranchées, pour installer des tourelles, pour installer des blindages supplémentaires pour les murs, il doit faire gratter les sculptures en marbre, les choses comme ça. C'est quelque chose qui l'écœure, parce que pour lui, la beauté du palais était plus importante que ses atouts stratégiques. Mais lorsque le siège va arriver, les atouts stratégiques passent avant. Donc encore une fois, il fait passer la vie après la guerre. Mais parce qu'il le faut, pas parce que c'est la seule chose qui a de la valeur. Parce que sans la guerre, la vie n'existera plus ensuite. Le siège arrive, combat constant, l'assaut du Vengeful Spirit. Vengeful Spirit qui est le Gloriana des Sons of Horus. L'empereur se retrouve sur le trône, Dorn a échoué. Dorn a sacrifié tout ce qu'il y avait à sacrifier, et ça n'a pas suffi. L'empereur est sur le trône, l'impérium est brisé, l'humanité n'a plus d'avenir. Et là, à partir de là, la question se pose de quelle est mon utilité. J'avais un but, ce but a été échoué, qu'est-ce que je fais ? À partir de maintenant, je pète un câble. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a des émotions en dessous. Il brise l'épée, symbole de sa fonction de prétorien. Les préteurs, c'était les gardes du corps des sénateurs romains. Donc prétorien, préteur en français, praetorius en latin, donc c'est pour ça que parfois on va avoir praetor, parfois on va dire préteur, c'est la même chose en fait. Donc lui c'était le prétorien, c'était le garde du corps, il était là pour ça, il a échoué, le corps est brisé, le corps est sur le trône d'or, il brise l'épée comme il a raté son serment, il jette les morceaux, Sigismund les récupère, et à partir de là, c'est parti. Là, il est plus là pour défendre, il est là pour brûler, il est là pour la vengeance, parce que comme il n'a plus de but, il peut enfin s'exprimer.
Et ce qu'il veut exprimer, c'est mort au renégat. Il détruit tout ce qu'il peut, il finit par se dire que sa vie n'a plus de but, il va faire ce qu'on appelle la cage de fer, qu'à un moment, en fait, il accepte un défi qui est clairement un piège de Perturabo, en sachant que c'est un piège, en disant de toute façon, on va tous mourir. C'est d'une certaine manière une espèce de suicide assisté, au final. Cette notion de, puis quitte à crever, autant crever au combat. Gilliman vient l'en sortir parce que ils ont besoin de lui. Mais Dorn le vit mal, il a pas envie de faire le codex parce qu'il considère que c'est pas la vision de l'empereur, et il finit par disparaître en attaquant un vaisseau de Khorne, probablement des World Eaters du coup. Parce qu'en fait, quand il a plus son but, il ne sait pas quoi faire. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui, lui, pour le coup, fait passer son devoir bien avant sa passion, et que quand il n'a plus de devoir, en fait, il ne sait pas gérer sa passion. Et c'est là qu'on voit quelque chose qui est très important chez les Primarques, qui est qu'en fait, ils sont faillibles. Et ils sont... Parce que quand je disais au tout début de la vidéo, c'est des demi-dieux, c'est des créatures surnaturelles, mais ça reste des humains. Parce que même s'ils sont faits à partir de l'empereur, qui est l'empereur dieu, tout ça, l'empereur, ça reste un énorme tas d'humains, je l'avais dit dans la vidéo sur l'empereur, c'est l'essence de tous les chamans d'une époque, mais c'est l'humanité à son paroxysme. Mais donc l'humanité, donc tout un tas de faiblesses, tout un tas de défaillances, et ils en ont tous les Primarques en ont, certains plus visibles que d'autres, mais Dorn, c'est clairement un côté de sensibilité qu'il ne sait pas gérer. Face à je n'ai plus d'objectif, pète un câble. 9, c'est les Blood Angels. Le Primarque des Blood Angels, c'est Sanguinus. Donc là, on parlait des défauts des Primarques. Sanguinus, il en a pas. Bon, c'est un peu résumé, mais c'est clairement le Primarque que tous les autres admirent. Que ce soit les autres Primarques, l'Empereur, même les ennemis de l'Imperium ne trouvent pas grand chose à dire sur Sanguinus. Et pourtant, Sanguinus, ça n'a pas forcément commencé de la meilleure des manières. Sanguinus, lui, il est atterri sur une planète, enfin sur une lune pour être précis, qui s'appelle Baal. Baal, c'est un monde qui a été, bien sûr, part de l'ancien empire humain, qui a été ravagé par des guerres nucléaires, et donc c'est une espèce de monde irradié, où les mutations, la nature, tout est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est là que se pose une question intéressante. Sanguinus, il est très très identifiable, son titre c'est le Grand Ange, parce qu'autant les Space Marines, les Primarques, on retrouve souvent le terme d'ange. Sanguinus, littéralement, il a des ailes. Et c'est pas des ailes qui ont été rajoutées, ce sont naturellement ses ailes. Mais par contre, on ne sait pas si c'était le plan. Est-ce qu'il avait des ailes dans le projet de l'Empereur, ou est-ce que c'est le fait d'être arrivé sur Baal, qui est une planète très irradiée, très mutatrice? Est-ce que les ailes se sont développées sur Baal ou est-ce qu'il les avait de base? On ne sait pas. Mais il y a ce côté de... Il est souvent vu comme le plus parfait des Primarques, mais c'est le seul qui soit... Enfin, le seul. C'est celui qui est le plus visiblement muté. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de... C'est le plus parfait, mais c'est aussi le plus visiblement mutant. Alors que brûler le mutant et l'hérétique, c'est quand même le slogan de base de l'Imperium. Mais pas Sanguinus. Sanguinus, il est parfait. Donc sur cette planète de Baal, enfin cette lune de Baal, fortement irradiée, il y avait une tribu qui s'appelait la tribu des Blood, donc littéralement des sangs, parce que c'est la tribu des sangs purs, qui était l'un des rares communautés humaines qui arrivait à survivre des mutations sans perdre l'esprit et devenir des espèces de sauvages sanguinaires. Ils arrivaient plus ou moins à survivre, et en fait ils ont trouvé ce cratère dans lequel était tombé le pod de Sanguinus, mais qui pour eux était une météorite tombée des cieux. Et ils ont trouvé cet enfant, donc qui commençait à avoir des ailes qui lui poussaient dans le dos, et comme souvent avec les Primarques, la question de est-ce que c'est un humain ou pas? Surtout sur une planète où les mutations sont quelque chose qui était traqué, notamment par la tribu des sangs purs, eux en fait tous les mutants qui ne résistaient pas à cette espèce de folie de la mutation, en fait eux ils voient un enfant qui a des ailes. La question se pose de est-ce qu'on le tue maintenant ou est-ce qu'on prend le risque de l'adopter? Ils ont pris le risque de l'adopter, et Sanguinus s'est avéré être une espèce de sauveur absolu pour la tribu des Bloods. Il a mené les guerres contre... Alors, il y avait les scorpions ardents, donc comme les scorpions de feu, qui étaient des bestioles dont la piqûre mettait le feu à l'intérieur des humains qui piquaient, et Sanguinus en fait a réussi à en vaincre un en combat singulier, et donc ce qui a donné à manger à la tribu pour de nombreuses périodes.
Et en fait, il a réussi à mener ce groupe de mutants, à leur redonner espoir, et ça c'est la grande thématique de Sanguinius, c'est que c'est un symbole. Au-delà de l'apparence angélique, qui joue énormément, c'est quelqu'un dont le comportement a toujours été empli de toutes les qualités qu'on peut imaginer. Il y avait de la compassion, il était prêt à se sacrifier lui-même, il avait confiance en tout le monde, il voyait le meilleur en chacun, il ne jugeait pas, enfin c'était vraiment une espèce il était trop beau pour le monde de Warhammer, Sanguinius. D'ailleurs, c'est un de ceux qui n'a pas survécu à l'hérésie. Et c'est très symbolique que celui qui est vu comme le meilleur, d'ailleurs aujourd'hui encore à Warhammer 40 000, Zarek, donc le grand patron des Nécrons, donc un des peuples les plus anciens et les plus évolués du setting, considère que Sanguinius était au-dessus de l'empereur. Qu'en fait, s'il y avait un être avec lequel ils auraient pu s'allier dans l'humanité, c'était Sanguinius et pas l'empereur, parce que Sanguinius était parfait. Et c'est pour ça que l'interlocuteur que va avoir Zarek quand il cherche à parler à l'Imperium, c'est Dante, et pas l'empereur, ou un seigneur de Terra, ou un custodes, ou quoi que ce soit. Non, c'est Dante, parce que Dante, c'est le chef des Blood Angels, comme Sanguinius. Et d'ailleurs, ce personnage de Dante, alors parenthèse rapide, parce qu'on est censé parler de Sanguinius, mais au final, c'est vrai que comme Sanguinius a disparu, Dante est un peu son proxy à Warhammer 40 000. C'est un personnage qu'on va voir énormément interagir avec les grands acteurs du monde. Il y a une discussion entre Guilliman et Dante, où Guilliman dit voir les qualités de Sanguinius en Dante. Il y a une discussion entre Lionel Johnson. Je parlais un peu plus tôt du moment où Lionel se rend compte que Guilliman est en vie. En fait, c'est Dante qui lui apprend. C'est une conversation entre Dante et Lionel Johnson. Sanguinius incarnait ce qu'il y avait de meilleur en l'humanité, et il est mort. Il a été tué par l'hérésie d'Horus. Ce qui est très métaphorique de l'hérésie d'Horus a tué l'espoir, a tué ce que l'humanité pouvait être. Et d'une certaine manière, en tuant le primarque muté, a créé cette espèce de l'humanité ne peut pas être mutée et être bonne, puisqu'il y avait que lui qui était accepté comme ça. Au-delà de toutes ces qualités humaines, c'est un primarque, c'est plus qu'un humain, mais il est empli de toutes les qualités humaines. C'était un excellent combattant. Souvent, quand on juge les meilleurs primarques, on dit Leman Russ, c'est celui qui peut battre les autres primarques en combat. Il ne peut pas battre Sanguinius. Sanguinius est trop. Est-ce que Horus a pu battre Sanguinius ? Oui, Horus a pu battre Sanguinius quand il était l'avatar des 4 dieux du chaos. Et que Sanguinius s'était battu pendant des jours et des jours dans le siège de Terra et avait fait un duel contre Angron, un primarque démon, donc déjà l'élu d'un des dieux du chaos. Sanguinius le bat, alors qu'il était épuisé et qu'il était déjà blessé. Et donc c'est ce Sanguinius-là, à bout de souffle, qui affronte un Horus au sommet de ce que le chaos peut produire. Et je vais pas spoil les détails du livre La fin et la mort, parce qu'on sait qu'il meurt à la fin, mais ça fait des décennies qu'on le sait. Le combat, enfin, c'est pas un combat, quoi. C'est vraiment donc le Horus costaud. Mais le Sanguinius qu'il affronte à ce moment-là, c'est pas non plus le Sanguinius au top de sa forme. Donc il y a ce côté de Sanguinius, il est parfait. C'est vraiment l'image de Saint-Michel. Il y a vraiment ce côté. Il est souvent représenté, d'ailleurs sur sa figurine pour l'hérésie, il y avait une version avec un socle plus complet, on le voyait, parce que sur la figurine actuelle, il est soit avec sa lance, soit avec son épée, mais planté vers le bas. Et sur la figurine complète en fait qui existait lors de sa sortie, il est contre un démon, c'est souvent une illustration qu'on voit, il est en train de descendre du haut avec la lance. Ça c'est une figure qu'on trouve énormément avec Saint-Michel, donc l'archange Saint-Michel dans la culture chrétienne, qui est l'ange de la fureur divine, qui vient tuer le dragon, donc souvent symbole de serpent, symbole de trahison, symbole de monstre, et il y a vraiment ce côté de Sanguinius, c'est la perfection divine, qui vient frapper tout ce qui est pas beau et ce qui est affreux. Le Gloriana des Blood Angels, donc le vaisseau amiral de Sanguinius, c'est le Red Terre. Alors, est-ce que c'est Red Terre ou Red Tyr ? Ça c'est difficile parce que ça s'écrit de la même manière, au même titre que Led Belcher et Lid Belcher s'écriraient de la même manière, mais c'est Led Belcher parce que c'est crache-plomb. Terre, ça veut dire une déchirure, comme par exemple les flèches terreur, le chapitre successeur des Blood Angels. C'est une notion de déchirer, d'arracher, de terre in reality, c'est une déchirure. Là où Tyr, c'est une larme. Est-ce que le vaisseau s'appelle la larme rouge ou la déchirure rouge ? Je pense que un peu comme... je pense que c'est volontaire.
comme ambivalence, ce côté de Sanguinus, il ne tue pas parce que ça l'amuse, mais parce qu'il le faut, en fait. C'est lui, si l'humanité pouvait arrêter de se battre et être unie, merveilleux. Elle ne l'est pas, donc je participerai à la grande croisade, je tuerai ce qu'il faut tuer, mais ça n'est pas par plaisir. Et le symbole des Blood Angels est une goutte de sang. Mais est-ce que c'est une goutte de sang ou est-ce que c'est une larme de sang? La Red Tear pourrait être ce symbole des Blood Angels. Mais ça peut aussi être Red Tear, donc la déchirure rouge, qui, d'une certaine manière, peut faire référence au fait que quand Sanguinus est mort, il y a eu une déchirure dans la psyché des Blood Angels qui ont sombré dans la rage noire, et également dans le fait que un vaisseau de guerre, en fait, là où il arrive, il amène la mort, donc il laisse une traînée rouge derrière lui. Ça peut être cette traînée rouge, peut être la Red Tear également. Donc bon, ça, difficile à dire. Détail intéressant, quand Sanguinus et l'Empereur ont été réunis, alors bien sûr, il s'est rendu compte, oui, c'est l'Empereur, c'est lui, c'est mon père, mais quand l'Empereur lui a dit, oui, tu dois me rejoindre, je vais te donner des Space Marines qui sont tes fils génétiques, on va aller conquérir la galaxie, la réaction de Sanguinus n'a pas été comme Dorn de dire, oui, j'arrive tout de suite, ou comme les Manrus de, non, tu dois me mériter, on va se battre. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passera si je le fais pas? Si je ne te rejoins pas, qu'est-ce qui se passera? Et ça, c'est le seul des 21 Primarques, c'est le seul à l'avoir fait. Il a demandé à l'Empereur, pourquoi est-ce que je devrais venir? Et l'Empereur lui a expliqué, lui a dit, si on conquiert la galaxie, on pourra amener la paix, ce sera mieux pour l'humanité entière, si elle peut être réunie, et qu'on peut à nouveau tous se donner la main et chanter Kumbaya, alors pas autour du feu, mais autour du projet Webway, donc la toile, ce voyage dans le warp sécurisé. Et en fait, l'Empereur s'est justifié devant Sanguinus. Là où devant tous les autres Primarques, il a dit, ça va être comme ça, et les Primarques ont soit dit non, si, d'accord, j'arrive, soit oui, d'accord, j'arrive, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Sanguinus, c'est le seul devant qui l'Empereur a dû se justifier. Ce qui ramène encore un peu à cette notion de est-ce que Sanguinus n'est pas plus parfait que l'Empereur? L'Empereur doit se justifier devant Sanguinus. La Légion numéro 10, on a passé la moitié. Les Iron Hands. Je parlais au moment des Dark Angels de cette époque où les noms étaient un peu moins sérieux. Les Iron Hands, leur primarque c'est Ferrus Manus, donc les mains de fer en latin. Donc on a le primarque qui a des mains en métal, qui s'appelle Main en métal, qui est le chef de la Légion des mains en métal, qui se coupe les mains pour les remplacer par des mains en métal. Voilà, donc c'est... on a une thématique. Le vaisseau Gloriana de Ferrus Manus, des Iron Hands, à votre avis il s'appelle comment? Il s'appelle le Fist of Iron. Voilà. Ils ont littéralement le même nom pour la Légion, le Primarque et son vaisseau amiral. C'est comme ça, au moins, ça coûte moins cher quand on fait les étiquettes. Mais et donc pareil, un gros vaisseau lourdement mécanisé, pas particulièrement travaillé, utilitaire avant tout, la perfection, mais on ne doit rien à personne. Ferrus Manus qui est assez peu développé parce qu'il meurt au début de l'hérésie d'Horus en fait. C'est un de ceux qui est tué au tout début. Alors d'une certaine manière pour que l'histoire montre que ça y est, on rigole plus, mais aussi parce que en fait c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Mais il y a vraiment ce côté de Ferrus Manus, c'est quelqu'un qui fait les choses par lui-même. Et ça, depuis le début de son histoire. Il est arrivé sur une planète qui s'appelle Medusa, qui est une planète, comme souvent, rude. Une planète très rocailleuse, avec des bestioles dangereuses, un bon paquet de monstres. Et en fait, quand lui il est arrivé sur la planète, tout de suite, il a, un peu comme Lionel Johnson et les Manrus, commencé à se battre contre la faune locale, à se battre contre les monstres. Mais là où beaucoup des autres ont fini par être récupérés par la population humaine locale et être élevés par eux, pas Ferrus. Ferrus, il est resté seul à affronter les bestioles. Et quand il a fini par rentrer en contact avec les populations de Medusa, il les a pas rejoints. Il en a ni pris le contrôle, ni a été adopté par eux, et a été formé par eux. En fait, il leur a appris des méthodes de forge, il leur a appris des méthodes de combat, il les a aidés, mais ensuite il est retourné dans la nature pour se battre contre des bestioles, parce qu'il considérait que c'est comme ça qu'il allait devenir plus fort. C'est un primarque qui avait une recherche de la perfection personnelle par l'effort, par le mérite et par la performance. Par le fait que je réussis parce que je le mérite, parce que je l'ai gagné.
Et ça, c'est une thématique qu'on va énormément retrouver dans sa Légion et dans toute sa vie, en fait. La notion de la chair est faible, c'est pas l'humanité est mauvaise, il faut la rejeter, il faut passer dans la machine, c'est on peut toujours faire mieux. La chair est faible, mais la chair peut devenir forte, mais elle sera jamais parfaite. Il faut toujours continuer à s'améliorer, toujours continuer à se battre, toujours continuer à vouloir plus. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec des mains en métal? Il se battait donc joyeusement contre toutes les bestioles sur Médusa, et un jour il affrontait un gigantesque serpent de métal. Est-ce que c'était une bestiole Nécron ou pas? Il s'est laissé sous-entendre, c'est intéressant, la notion de il y a d'autres bestioles métalliques que les Nécrons, c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a des bestioles Nécrons qu'on connaît pas encore. En tout cas, il se battait contre un gigantesque serpent de métal, qu'il a noyé dans une rivière de magma, donc on sent le type subtil quand même. Il noie le serpent de métal dans le flot de magma, le serpent fond, et le métal vivant du serpent se dépose sur ses mains, et à partir de ce moment-là, il a des bras en métal vivant, dont il se sert pour se battre, dont il se sert pour forger. Il a atteint la perfection de la chair est faible, mais par mes efforts personnels, j'ai réussi à dépasser cela et à avoir une chair qui n'est plus faible, avoir une chair qui est parfaite. Mais tout mon corps ne l'est pas, donc il faut que je continue. Mais ça n'est pas, je me coupe la main pour la remplacer par de la robotique, c'est par mes efforts, ma chair devient aussi forte que la robotique. Ça fait très d'ailleurs travail herculéen, ça. Alors, Médusa, Méduse, c'était le nom d'une des Gorgones, donc les bestioles un peu à la Cassiopeia dans League of Legends, la femme mi-serpent, avec les serpents dans les cheveux qui transforment en pierre, tout ça. C'est des créatures mythologiques. Le titre de Ferrus Manus, c'est la Gorgone de Médusa. Donc il y a ce côté de, on retrouve Gorgone, Méduse, les deux. Sa puissance, son identité personnelle, donc d'une certaine manière son titre, que ce soit Ferrus Manus, les mains de fer ou la Gorgone, est venu par un serpent. Donc il y a une certaine thématique qui s'y retrouve, bien que le titre de Gorgone ne soit pas lié dans Warhammer à ces bestioles mythologiques grecques. Mais il y a une thématique très grecque dans le monde des Iron Hands, même si la nomenclature ne l'amène pas particulièrement, ils n'ont pas des noms qui sonnent grecs, mais cette notion de il faut vouloir plus, il faut la perfection et de l'esprit et du corps, l'humanité est ce qui peut être produit de mieux, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les philosophes grecs, qui voyaient vraiment c'est les Jeux Olympiques, c'est une parenthèse, hein, mais il y avait cette notion de on prie les dieux en ayant des corps parfaits. On prend les meilleurs athlètes, donc chez les Grecs, le sport avait une dimension religieuse, parce que c'était honorer les dieux que de montrer qu'on perfectionnait son corps. Et donc, d'avoir mis le primarque qui dit il faut perfectionner la chair parce qu'elle est faible de base sur une planète à thématique grecque, à mon avis, c'est pas innocent. Même si c'est pas quelque chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui. Quand on voit la figurine qu'ils ont, la seule figurine nommée qu'ils ont à 40 000, le Iron Father Féroce. Alors Féroce, ça sonne vaguement grec, avec les noms en hausse à la fin. Mais il est pas typé, il a pas une armure qui ressemble à une armure de Spartiate, il a pas des tenues à lamellaire de cuir comme ce qu'on peut trouver chez les Athéniens, pas du tout. Mais il y a ce concept de par la perfection de mon corps, je rends honneur à ce que l'univers attend de moi. Qu'on retrouve dans les Jeux Olympiques, qu'on retrouve dans la philosophie grecque, je perfectionne mon esprit en me posant les questions dures, en essayant de comprendre les choses, et en ne me reposant pas sur les efforts des autres, mais sur mes efforts à moi, qui est la définition de Ferrus Manus, l'effort personnel. Et, un détail amusant, là où les primarques s'entendaient parfois avec d'autres primarques, s'entendaient pas avec d'autres, Ferrus n'avait à peu près aucun ami parmi ses frères, il n'avait pas particulièrement d'ennemis, mais son seul ami, c'était Fulgrim. Et ils s'entendaient bien parce qu'ils avaient deux points communs. Le premier, c'est que leur nom commençait par un F, qui ne joue absolument pas sur le fait qu'ils soient potes, mais c'est rigolo. Et le deuxième, c'est que c'était deux primarques qui recherchaient la perfection. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont très différents dans leur caractère, dans la manière dont ils fonctionnent, dans l'approche esthétique qu'ils ont du monde, dans la planète d'où ils viennent, dans ce qu'ils attendent de leur légion. Ils sont complètement différents, mais c'est les deux primarques qui se définissent le plus par « je cherche la perfection ». Il y en a un des deux qui cherche la perfection pour lui-même,
et qui n'en a pas grand-chose à faire de l'opinion des autres. Et ça, c'est Ferrus. Là où Fulgrim est beaucoup plus attaché à la gloire qu'amène le fait d'être vu comme parfait. Donc on a d'un certain côté le philosophe grec stoïcien qui se retire en ermite, qui a un corps parfait, un esprit parfait, et qui veut la perfection pour lui-même et pas pour le monde. Et de l'autre, on va avoir quelque chose de beaucoup plus vain, vanité, via Fulgrim, qui cherche la perfection, parce que la perfection, c'est ça qui va lui apporter la gloire. Donc voilà. Deux visions du monde complètement différentes, mais ils se retrouvaient sur « on doit faire des efforts pour devenir parfait ». Parce qu'ils se retrouvent dans leur légion, les Iron Hands. Alors, eux, non seulement, ils n'ont pas forcément compris le message de Ferrus, mais en plus, comme je le disais tout à l'heure pour les Manrus et les Space Wolves, dont le message s'est perdu, et à la base, ils s'appelaient les loups parce qu'il avait été élevé par des loups et pas parce qu'ils en étaient, la même chose. Ferrus Manus et son message de la chair est faible, c'est complètement perdu, et aujourd'hui, les Iron Hands ont complètement diluer ce message, sont très très proches du Mechanicus, voient comme une fierté le fait d'être mis dans un Dreadnought, se robotisent de plus en plus, et on voit notamment des expériences un peu cheloues, où ils ont en fait des zombies robots, ils ont pratiquement des Necrons Space Marines en fait, où ils ont des cadavres de Space Marines, mais qui sont tellement robotisés, qui sont encore fonctionnels et contrôlés par un chef. Bon, il n'a pas une télécommande non plus, mais il y a une notion de on n'a pas besoin d'être vivant pour être fonctionnel, qui est complètement à l'opposé de la vision de l'empereur, pour qui l'humanité prime sur tout. Et en fait, les Iron Hands s'en éloignent de plus en plus. Et de 1, est-ce que Ferrus Manus en serait arrivé là s'il était resté? Peut-être, parce que c'était quelqu'un d'assez radical, et le fait d'avoir perdu Fulgrim comme ami pendant l'hérésie lui a forcément porté un énorme coup, bien qu'il ait fini en fait par être tué par Fulgrim lui-même plus tard. Donc il y a ce côté de difficile à dire comment il serait à Warhammer 40 000, mais également, en fait, les Iron Hands, du fait qu'ils n'ont plus de primarque, en fait, ils ont plus de guide. Et ça, c'était un des gros manquements que Ferrus avait vis-à-vis de ses fils et vis-à-vis de sa planète, c'est qu'en fait, comme il a jamais pris les rênes de la planète, qu'il a jamais vraiment pris les rênes de la Légion, mais qu'il avait vraiment ce côté de non, vous devez faire les choses par vous-même, en fait, quand il a disparu, il y avait personne pour mener. Et aujourd'hui encore, les Iron Hands n'ont pas de maître de chapitre. Ils ont un conseil des Iron Father, donc dont la figurine de Féroce qu'on a à 40 000, ils ont un conseil des chefs de clan de Médusa qui se réunissent, qui élisent un chef parmi eux pour un mandat donné. Et à la fin du mandat, il redescend au niveau de tous les autres conseillers et il réélise un chef. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas une direction claire dans laquelle la Légion doit aller. Ce qui, d'une certaine manière, est positif parce que ça fait des débats, il doit y avoir des alliances, il faut négocier. Mais d'une autre manière, faut pas oublier, on en revient au débat entre les Space Wolves et les Imperial Fist de est-ce que les Space Marines sont des outils ou pas? Est-ce que les Space Marines sont là pour avoir de la politique ou pour atteindre un but? Et le fait de ne pas avoir de leader précis, de ne pas avoir ce rôle de général, on en revient au début de la vidéo, mais l'empereur a créé les primarques pour être des généraux, en fait, Ferrus n'a jamais été un général pour ses soldats. Il n'a jamais été un véritable... Enfin, tant qu'il était là, si, d'une certaine manière, mais sa disparition a fait que sa légion n'a pas de chef. Roboté Guilliman, le seigneur d'Ultramar, le chef des Ultramarines. Alors, lui, il est arrivé sur la planète de Macragge. Macragge, c'est la planète capitale de l'Empire d'Ultramar. Donc Ultramar, c'est un réseau de planètes qui était tenu par les gens qui venaient à la base de Macragge, mais donc voilà. Donc là où Inuit c'était un petit système, je vous avais dit, un petit empire humain qui avait survécu, Ultramar c'était le plus gros système en dehors de l'Imperium qui s'est développé par la suite, qui est survécu à la chute de la première conquête humaine. Guilliman, il a été élevé, récupéré, donc il arrive sur une planète où tout se passe bien, tout il est beau. Là où Médusa avait une thématique grecque, Ultramar c'est une thématique romaine, il est élevé par un tribun, donc un des deux chefs, un des deux consuls de l'Empire d'Ultramar. Donc il est élevé dans la compassion, dans le luxe, mais pas dans une espèce de luxe snob, vraiment une espèce de luxe de on doit tout au peuple, il faut le bien des autres. Vraiment, il a eu l'enfance idyllique. Parmi tous les primarques, je pense que c'est celui qui a eu l'enfance la plus bénéfique. Jagata, il y a débat, parce qu'il a eu une bonne enfance, c'était juste pas une enfance facile, parce qu'il a grandi dans la steppe, il a grandi dans un peuple guerrier, là où Guilliman, il a vraiment grandi dans
dans l'Empire romain à son apogée, quoi. Et lui, il a eu une famille complète. Il avait un père, il avait une mère, enfin vraiment, et on lui a appris à diriger. Là où l'immense majorité des primarques, on leur a appris à se battre. Alors lui, bien sûr qu'on lui a appris à se battre, mais lui, en plus, on lui a appris à diriger, on lui a appris à réfléchir, on lui a appris à être un bon meneur d'hommes, et que l'important, c'était la satisfaction de son peuple. Un meneur n'est pas là pour la grandeur de son empire, mais pour le bonheur de son peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est resté à tout jamais en Guilliman. Alors qu'ils étaient en partie en conquête pour protéger les frontières d'Ultramar, le deuxième consul, a assassiné le père de Guilliman, qui est du coup revenu sur Macragge, a vengé son père, s'est débarrassé de l'autre consul et est devenu le seul maître de Macragge, et donc d'Ultramar. Et à partir de là, c'était un excellent meneur, un excellent chef. Il n'y a plus cette notion de deux consuls, il n'y avait que lui, mais c'était le meilleur, et donc là, il y avait absolument aucun débat. Et là où certains vont dire que les Ultramarines sont basiques, qu'ils ont pas de personnalité, je suis pas d'accord. S'ils sont utilisés comme modèle, il y a une raison en fait. C'est là où je l'avais dit dans la vidéo sur les légions, les Dark Angels savent tout faire parce qu'ils ont des gens spécialisés en tout, les Ultramarines savent tout faire parce qu'ils apprennent un peu à tout faire. Et en fait, Guilliman, je pense que s'il est revenu en premier, qu'il est aujourd'hui régent de l'Imperium, c'est pas pour rien. C'est celui qui pourrait faire ça le mieux. C'est pas forcément le plus fin stratège ou le meilleur guerrier, mais c'est le meilleur organisateur parmi tous les primarques. C'est celui qui peut faire tourner un empire. Et non seulement il en a la capacité, mais en plus il en a l'expérience, parce qu'il a mené Ultramar. Et lors de l'hérésie d'Horus, alors que Ultramar était isolé par des tempêtes warp du reste de l'Imperium, et que, aux dernières nouvelles, les renégats allaient vers Terra pour le siège, et que la tempête les empêchait de rejoindre, ils étaient bloqués avec Sanguinus et Lionel Johnson, qui m'est arrivé après, sur Ultramar. Ils ont cru en fait que l'Imperium était tombé, que l'empereur était mort, ils voyaient plus la lumière de l'Astronomicon, donc ils se sont dit bah c'est fini en fait, l'Imperium est mort, ce qu'on doit faire, on retrouve encore cette notion de quel est le devoir des primarques, c'est la survie de l'Imperium. L'Imperium est tombé, donc nous on va faire un nouvel Imperium, on va faire un Imperium Secundus. En fait ils ont monté leur propre empire, dont Guilliman et Sanguinus étaient les chefs, Sanguinus étant le chef de cet impérium, parce que même si Guilliman est un excellent gestionnaire, il n'y a pas de débat. Sanguinus c'est un symbole, c'est la personne que tout le monde suivra. Donc c'était lui la tête de cet impérium, Secundus. Ce qui, Lionel Johnson, l'a énormément énervé quand il est arrivé, parce que pour lui, en fait, ils sont pas là pour servir l'humanité, mais l'empereur. Et alors bon, en plus, lui, il savait que l'empereur était encore sur Terra et qu'il fallait le rejoindre, mais quand il a vu que leur réflexe de « Ah, l'Imperium est tombé », bah on va pas venger l'empereur, on va pas, comme Dorne, péter un câble et aller jeter sa vie dans les feux de la guerre, parce que de toute façon, il n'y a plus que ça, il n'y a plus d'espoir. Le premier réflexe de Guilliman et Sanguinus, c'est de se dire « Bon bah, l'empereur est tombé, comment est-ce qu'on maintient son rêve en vie ?» D'ailleurs, ça c'est une phrase que dit Guilliman lorsqu'il parle avec l'empereur à 40 000 quand il revient. « Regarde ce qu'ils ont fait de notre rêve. » Et on aurait mieux fait de brûler dans les flammes de l'ambition d'Horus que de vivre pour voir ça, quand il parle de l'Imperium tel qu'il est à 40 000. Donc Guilliman, c'est quelqu'un pour qui l'empereur était pas la meilleure personne du monde, mais son image de, genre, comme je disais, l'humanité qui se tient la main autour de la toile, c'était une image qui valait de se battre pour ça. Les Ultramarines avaient, alors, un gigantesque vaisseau Gloriana, l'honneur de Macragge, Macragg's Honor, donc pareil, un vaisseau colossal, et absolument magnifique, lui, parce qu'également, la guerre est au service d'une chose plus belle, donc les outils de la guerre doivent être beaux, et ça se voit beaucoup dans leurs armures, on voit là dans le jeu Space Marines 2, les skins qu'ils ont, les Victrix, les gardes Victrix, avec leurs boucliers, leurs casques ouvragés. La guerre est laide en soi, parce que c'est la mort, c'est la destruction, mais la guerre des Ultramarines est au service de quelque chose de beau. Le rêve que pourrait être l'humanité s'ils y arrivaient. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Macragg's Honor, donc leur gigantesque Gloriana, magnifique vaisseau. Bon, c'est pas mon style, moi je suis plus phalange, mais très beau vaisseau quand même. Guilliman, c'est pas Sanguinus, il a pas toutes ses qualités, il est pas aussi parfait, mais il a ce côté de « je me battrai pour que l'humanité puisse vivre en paix ». Il a un côté presque un peu Captain America, dont il a le même code couleur d'ailleurs. « Je me battrai pour de meilleurs lendemains ».
Et si ça ne passera pas par l'empereur, ça passera par moi, mais ce meilleur lendemain arrivera. Il est au service de l'humanité, parce que ce qu'on lui a appris quand il a grandi sur Macragge, c'était le bon meneur n'est pas au service de sa gloire ou de la gloire de son empire, mais du bonheur de son peuple. Et si l'Imperium ne conquiert pas la galaxie, c'est pas grave, l'Imperium Secundus prospérera dans son coin. Donc voilà, quelqu'un d'une certaine manière pragmatique aussi, mais qui n'a jamais abandonné la vision de le peuple avant tout. Le 18e primarque, Vulcain. Qui également est souvent décrit comme le primarque gentil, le primarque doux. Alors, il y a ce côté de, d'une certaine manière, Guilliman et Sanguinus, mais Vulcain. Vulcain, c'est le primarque de la compassion, avant tout. Bon, encore une fois, Sanguinus est parfait, mais Vulcain, c'est ce qui va le définir. Vulcain, il est tombé sur une planète qui s'appelle Nocturne. Alors, Nocturne, c'est une planète dont la Lune était trop grosse et trop proche, et donc, vous savez, la Lune, mais ça réellement, elle exerce un champ gravitationnel, normal, hein, tout objet a une influence sur les autres, et en fait, la Lune attire la mer en passant, c'est ça qui fait les marées. Sur Nocturne, la Lune, elle est tellement grosse et proche qu'elle fait des marées, mais avec le sol. C'est-à-dire qu'en fait, elle attire la Terre, donc ça faisait des mouvements tectoniques constants. La planète, c'était un gigantesque volcan, parce que chaque fois que la Lune passait, elle soulevait les montagnes, elle arrachait le magma du noyau. Donc voilà, une planète où c'est pas marrant de vivre. Encore une fois, les primarques, ils ont beaucoup été élevés sur des planètes rudes, parce que ça leur forge le caractère. Et aussi parce que ça permet d'avoir des personnages hauts en couleur. La planète Nocturne est fortement irradiée également, alors pas du tout de la même manière que Baal, où ça les rendait mutants et difformes. Sur Nocturne, ça leur cramait la peau. Donc c'est une planète volcanique avec du feu partout, et où les personnes qui vivent sur cette planète ont la peau noire comme du charbon, craquelée avec une apparence sèche. Et Vulcain, lui, il a muté comme ça sur la planète. Donc là, lui, contrairement à Sanguinus, on ne sait pas trop si les ailes elles faisaient partie du projet ou pas. Vulcain, pour le coup, lui, sa peau est devenue comme ça sur la planète de Nocturne. Il a été élevé par un forgeron. Et qui lui a appris le mérite du travail personnel, l'artisanat et la valeur de ce qu'on peut produire. Et un peu comme Dorn sur Inuit, il y avait ce côté de, comme la planète elle est pas marrante, il faut s'aider les uns les autres pour pouvoir survivre sur cette planète. Et c'est ce qui a développé la compassion chez Vulcain, au-delà probablement d'une aptitude personnelle de base. Sur la planète, il y avait des grosses bestioles, les salamandres, donc, qui ont donné le nom à sa légion, les salamanders plus tard, donc des espèces de gros dragons, un peu comme les magmadroths, qui sont des salamandres à Age de Sigmar. On peut imaginer que c'est parce qu'on n'en a jamais vu en figurine ou en illustration. En théorie, le crâne, la tête de bestiole, qui est le symbole de la Légion puis chapitre Salamander, c'est une tête de ces bestioles-là. Ça ressemble pas beaucoup à une tête de Magmadroth, mais on peut imaginer que les Vulcatrix étant la mère des salamandres, et venant du plan d'Akshi, donc une espèce de gigantesque plaine de lave et de terre cramée, il y a des salamandres sur la planète de Nocturne, qui est une gigantesque boule de lave et de terre cramée. Il y a moyen que ce soit assez similaire, que ce soit un peu l'équivalent dans le monde de 40 000. Et Vulcain, c'était un grand bonhomme. C'était pas le plus grand des primarques, parce que ça c'était Magnus, mais c'était le deuxième. Hein. C'était un gros bonhomme, fort physiquement, et qui du coup se battait contre ces salamandres. D'ailleurs, quand l'empereur est arrivé sur Nocturne, il y a eu cette notion de on doit faire un conflit, un duel, pour voir qui mérite que l'autre soit à son service. Et d'ailleurs, l'empereur s'était engagé que si Vulcain arrive à tuer une plus grosse salamandre que lui, il serait au service de Vulcain. Donc je pense que connaissant l'empereur, il se doutait qu'il allait gagner quoi qu'il arrive, donc il prenait pas grand risque. Mais en tout cas, Vulcain a promis, si tu tues une plus grosse salamandre que moi, je serai à ton service. Donc ils partent tous les deux dans la nature sur Nocturne, Vulcain attrape une salamandre, la tue, et récupère du coup une énorme, c'est la plus grosse qu'il avait jamais tuée. Mais à ce moment-là, la lune passe, le sol tremble, et en gros il doit se rattraper au bord pour pas tomber dans une rivière de magma, et il a la cadavre de la salamandre dans la main, et se pose la question de est-ce qu'il doit sauver son prix pour prouver qu'il a tué une énorme salamandre et donc potentiellement gagner son duel, ou est-ce qu'il doit sauver sa propre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Son honneur ou sa vie? Et là arrive l'empereur, qui a sous le bras une salamandre plus grosse que celle que Vulcain a tuée, donc entre l'empereur et Vulcain, c'est l'empereur qui a la plus grosse, et il voit Vulcain sur le bord de la falaise, et là l'empereur il hésite pas une seconde, il lâche sa salamandre qui tombe dans le magma en fusion de tout le bazar tectonique qui est en train de se passer, pour attraper Vulcain et le sortir. Et à ce moment-là, Vulcain se dit, tu viens de faire passer la vie d'un autre avant la victoire de ton duel, avant ton honneur, avant ta gloire personnelle,
tu mérites que je sois à ton service. Qu'importe les conditions du duel, je me mets à genoux devant toi, je te servirai. Donc on voit que, comme je le disais un peu plus tôt, là où pour Lehman Russ, ce qui définissait la valeur d'un homme, en l'occurrence l'empereur, c'était à quel point est-ce qu'il pouvait manger et boire, chez Vulcain, ce qui a défini la valeur de l'empereur comme étant digne d'être son père, d'être son chef, d'être son empereur, c'était sa compassion. C'était le fait que la vie d'un autre était importante, était plus importante que sa propre gloire. Et alors Vulcain, il y a souvent une espèce de dualité qu'on trouve dans son personnage, qui est qu'on dit oui, c'est celui qui est gentil, mais regardez ce qu'il fait aux enfants Eldar et tout, parce qu'effectivement, il y a des... Alors, les Salamanders venant d'une planète volcanique avec des bestioles qui crachent du feu, ils sont beaucoup associés aux lance-flammes et aux Melta. Les Melta sont des armes thermiques aussi, c'est des armes qui fonctionnent en faisant chauffer le truc sur lequel ils tirent. Donc les Salamanders se battent avec des armes qui brûlent, qui, dans notre monde réel, sont souvent considérées comme des armes abominables, hein. Le lance-flamme, c'est une horreur, le châtiment d'être brûlé vif, c'était une torture, hein. Donc c'est vraiment le feu, c'est une saleté. Et c'est vrai que c'est rigolo de se dire, oui, la légion des gens les plus gentils, ceux qui sont compassionnés et pour qui l'humanité est importante, c'est ceux qui se battent avec des armes qui sont des crimes de guerre ambulants. Effectivement. Bon après, soyons honnêtes, dans Warhammer, il y a pire que des lance-flammes comme crime de guerre, ce qui les défend pas, mais de toute façon, il y a aussi ce côté il y a des scènes où on décrit Vulcain qui passe aux lance-flammes des villages Eldar, et notamment des enfants Eldar. Oui, effectivement, mais la question qui se pose, c'est est-ce que Vulcain est particulièrement cruel envers les Eldar par rapport aux autres primarques, ou par rapport à son comportement envers les humains. Parce que souvent, ce qu'on présente, c'est « Ah, regardez, on dit qu'il est gentil, mais regardez ce qu'il fait aux Eldar. » En fait, le truc, c'est que ce qu'il fait aux Eldar, c'est ce que tous les autres primarques font non seulement aux Eldar, mais à tous les Xénos, mais également aux humains. Alors, on va pas prendre l'exemple de Konrad Kurz, celui des Night Lords, qui est littéralement le pire, mais si vous regardez ne serait-ce que des gars comme Dorn ou des gars comme Guilliman, qui sont pas considérés comme les plus grands sociopathes parmi les primarques, quand ils se battent sur une planète qui est tenue par des humains, mais qui ne veulent pas suivre l'empereur, ils y vont pas de manière sympa, hein. Les descriptions des sièges par Sigismund et Fafnir Ran sur des planètes de psychers humains, ils y vont avec des armes vicieuses, ils y vont de toute leur force contre des humains. Et en fait, là où Vulcain va apparaître comme cruel, c'est parce qu'en fait, on a une espèce de dichotomie, on a un contraste très fort entre son comportement envers les humains, on représente souvent les Salamanders qui vont aider les enfants, qui aident les civils à évacuer avant de bombarder une zone, qui vont faire un détour sur leur chemin vers un champ de bataille, si ça leur permet de sauver un ou deux civils de plus, des choses comme ça, parce que c'est effectivement quelque chose qu'ils font. Et en fait, ces actes de bonté sont terriblement contrastés avec le fait qu'ils se comportent comme des Space Marines normaux dès que ça n'est pas des humains, en fait. Que là, ça devient beaucoup plus des machines, parce qu'il faut pas oublier que les Space Marines sont des créations, ce ne sont pas des humains, ce sont des créations pour la guerre. Et en fait, c'est le comportement des Salamanders et de Vulcain en particulier envers les humains qui est anormal, et pas leur comportement envers les Xénos. Enfin, dans le monde de Warhammer, hein, encore une fois, hein, le fait de tirer au lance-flamme sur des enfants, c'est pas normal. Hein. Mais dans le monde de Warhammer, c'est un mardi matin. Regardez ce que font les Drukhari, regardez ce que font les Necrons. Lisez la description des armes des homonculus chez les Drukhari. Passer au lance-flamme, ça va. Hein. Aïe aïe aïe, un monde merveilleux. Le Gloriana des Salamanders s'appelle le Flame Rot, ce qui veut dire le forgé par les flammes ou le créé de flammes. Et dans une légion de forgerons et de maîtres artisans, c'est pas le plus mauvais des vaisseaux. Ah oui, détail intéressant, Vulcain, tous les primarques ont hérité d'un ou deux, voire plus, traits de l'empereur. Vulcain a hérité du trait le plus funky. Vulcain est un perpétuel, Vulcain ne peut pas mourir. Si on le tue, il se relève, et si on le détruit, il se recrée. On ne peut pas s'en débarrasser. Donc là où il y a des primarques, on se dit oui, il pourrait revenir parce qu'il est pas mort. Des primarques, on dit oui, alors on dit qu'il est mort, mais peut-être que pas. Par exemple, Dorn, officiellement il est mort, mais on n'a retrouvé que sa main. C'est typiquement le genre de message qui veut dire oui, s'il doit revenir, il pourra revenir. Vulcain, c'est le seul où il n'y a pas la moindre hésitation.
non seulement il est pas mort, mais en plus on peut pas sortir demain un roman disant oui, Vulcain est mort, il reviendra plus. Parce qu'en fait, il peut pas. Vulcain ne peut pas mourir. Il y avait une théorie à un moment qui disait que si on... il y avait un matériau qui était pensé comme étant la cristallisation de l'énergie de l'esprit de l'empereur, et on disait ça peut tuer un perpétuel. Vulcain a été poignardé par ce truc-là, ce qui a détruit son corps. Il s'est recréé sur Nocturne. Il a été détruit dans un duel contre Magnus, qu'il a annihilé jusqu'au niveau moléculaire, il n'en restait rien. Vulcain s'est recréé sur Nocturne. Donc en fait, on peut pas s'en débarrasser. Donc lui, est-ce qu'il reviendra en figurine? Peut-être, peut-être pas, je pense que oui, je pense que dans longtemps, mais Vulcain reviendra. Pour citer les Salamanders, Vulcan lives, stomp, stomp. Le prochain Primarque, lui, on sait qu'il est en vie et on sait qu'il est bizarre. Le prochain et dernier Primarque loyaliste, c'est Corvus Corax, le Primarque de la Ravengard, la 19e Légion. Corvus Corax, qui veut dire le sauveur dans la langue qui était parlée sur la lune de Lycaeus, qui était une petite lune qui orbitait le monde de Kiavar, qui était un monde forge, alors pas tenu par le Mechanicus, mais tenu par des humains. Donc on peut imaginer des gens qui ressemblent au Mechanicus, mais qui n'étaient pas encore liés à Mars avant la reconquête. Lycaeus, c'était une petite planète sans atmosphère, qui était un monde minier, en fait. Ils extrayaient du minerai qu'ils envoyaient sur Kiavar, où ils étaient forgés en armes, en trucs. Et concrètement, la vie sur Lycaeus, elle était pas fun. En fait, c'était des prisonniers politiques, c'était des esclaves des seigneurs forges de Kiavar qui travaillaient là, dans des conditions horribles. Et donc le petit pod de Corvus, il arrive, il tombe dans la mine, et il est récupéré par les mineurs, qui le voient comme une prophétie. En fait, ils disent c'est le sauveur, il nous est envoyé par les cieux, c'est lui qui va nous libérer. Donc ils l'ont appelé Corvus Corax, qui dans notre langue est le nom latin du corbeau. Donc encore une fois, on retrouve cette nomenclature pas très sérieuse de la Ravengard, donc la garde du corbeau, son primarque qui s'appelle bêtement le corbeau en latin. Mais voilà, c'est pas grave. Dans la langue de Lycaeus, ça veut dire le sauveur. Et en fait, lui, il a été, comme les primarques ont été forgés comme outil par l'empereur, lui, il a été forgé comme un outil par les mineurs. Pas de manière malsaine comme ce qu'on va voir à un moment avec les primarques renégats. Lui, il a été éduqué, en fait. Les mineurs lui ont appris à se battre, mais à se battre contre la tyrannie. C'est-à-dire qu'en fait, là où beaucoup de primarques ont été récupérés comme outils de conquête, parce que Dorn a peut-être été élevé comme on doit protéger la population ou quoi, il a quand même été utilisé pour conquérir des planètes. Reboot Gulliman, pareil, il a étendu l'empire de Macragge, il a conquis des planètes. Alors c'était glorieux, et l'empire qu'il faisait apportait le bien autour de lui, mais il y avait une notion de conquête. Là où Corvus, c'était pas pour conquérir une planète, mais pour libérer une planète. Et ça, c'est relativement nouveau dans les primarques dont on a parlé pour l'instant. Et donc, non seulement il a été formé à la guerre, mais du coup à une guerre très asymétrique, parce que c'était pas une armée contre une armée, ou une armée contre des monstres, c'était des esclaves contre leur maître. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les World Eaters plus tard. Mais ils l'ont également formé à la philosophie et à un certain art de mener les hommes par l'exemple. Parce qu'en fait, ils voulaient pas d'un tyran, ils en avaient déjà des tyrans. Quitte à avoir quelqu'un qui les libérait et qui prenait le contrôle de la planète, autant que ce soit une personne qui fasse ça bien. Donc ils l'ont formé à, encore une fois, un certain pragmatisme et une certaine notion de quitte à tuer des gens, ce soit pour la bonne raison. Et cette guerre, cette délivrance, d'ailleurs, la planète de Lycaeus a été renommée Délivrance, et c'est ainsi que s'appelle le monde des Ravengard aujourd'hui, Deliverance. A fini par arriver, mais de manière très guérilla en fait, vu que c'était pas une armée à proprement parler, mais qu'ils se battaient contre une armée, ils étaient obligés de faire du sabotage, ils attaquaient discrètement, ils disparaissaient dans la nuit, ils faisaient des assassinats, des choses comme ça, qui sont pas des méthodes qu'on associe énormément aux Space Marines, mais il y a 3 légions qui font ça, il y a les Night Lords, la Ravengard et l'Alpha Légion. C'est les légions de Space Marines discrètes, comme j'en avais parlé dans la vidéo. Ce qui est très très aidé par le fait que là où je vous avais dit tous les primarques ont des pouvoirs, tous les primarques savent faire des choses, Corvus peut se rendre invisible. Alors, est-ce que Corvus sait se rendre invisible, ou est-ce qu'il sait effacer son image dans les esprits des gens? Ça a plus l'air d'être le deuxième, parce qu'il ne sait pas une espèce, c'est un géant, c'est un primarque, donc on parle d'une espèce de colosse de 3 mètres en armure lourde, avec un réacteur dans le dos en plus, alors là à l'époque il l'avait pas, mais qui peut en fait faire que les gens ne le voient pas. Donc lui, c'est très très facile. Toute cette notion de guérilla, tout ça, il le faisait très très bien. Une fois la planète libérée,
la légende veut que l'empereur soit arrivé le jour même de la libération de la planète, et que Corvus ait d'abord refusé de le suivre, parce qu'il n'aimait pas l'idée d'un tyran, en fait. Ce qui est quelque chose qu'on va retrouver également chez l'autre qui a été élevé comme un esclave. Alors il y en a plusieurs, mais celui qui est vraiment vu comme un esclave, qui était Angron des World Eaters. On tire souvent des liens entre Corvus Corax et Conrad Kurz, parce que c'est les deux qui ont la thématique de ils se battent avec des griffes énergétiques, ils ont un jetpack, des stratégies de hit and run, on tape et on s'en va. Mais au final, en fait, il y en a aussi beaucoup entre Corvus et Angron, qui ont tous les deux été élevés comme des esclaves, qui ont tous les deux une haine absolue des tyrans, et qui ont d'abord refusé ce côté de je ne servirai pas un empire, je ne servirai pas une structure d'oppression. La différence est que là où Angron l'a complètement rejeté, Corvus s'est dit j'aurai plus, Angron et Conrad d'ailleurs, Corvus s'est dit j'aurai plus d'impact de l'intérieur, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit beaucoup au fil de l'hérésie, enfin de la Grande Croisade puis de l'hérésie, que Corvus a toujours osé élever la voix quand il n'était pas d'accord avec les méthodes de l'Imperium. Par exemple, avant que les primarques soient retrouvés puis réunis avec leur légion, c'était Horus qui, puisque c'était le premier primarque retrouvé, qui menait toutes les légions Space Marine. Ce qui lui a un peu monté à la tête, mais qui fait qu'il a eu énormément d'influence sur toutes les légions. Et Corvus a reproché à Horus des méthodes que lui considérait comme dignes des tyrans, des méthodes méprisables, des méthodes répugnantes. Et il n'avait pas confiance dans le fait d'avoir des officiers dans sa légion qui avaient servi sous Horus, d'avoir des officiers qui étaient les Space Marines d'origine, donc ceux recrutés sur Terra par l'empereur pour lancer la Grande Croisade. Et en fait, quand Corvus a été réuni avec sa légion, il a écarté des postes de pouvoir dans la légion tous ses officiers terrans d'origine, et les a remplacés par des officiers qui étaient créés directement à partir de son propre génome, et non pas le stock que l'empereur avait, et qui étaient originaires de délivrance, et qui avaient été formés par lui, et qui avaient connu donc cette guerre de guérilla et ce soulèvement contre la tyrannie. Parce que c'était ça l'inflexion qu'il voulait donner à sa légion. C'était des guerriers de la liberté. Il faut voir Corvus Corax comme le Che Guevara des Space Marines, avec la peau beaucoup plus pâle. Parce que des Space Marines de couleurs bizarres, il y en a 3. Il y a Vulcain qui est noir comme la nuit, Corax qui est blanc comme le lait, et Magnus qui est rouge. Et ça, c'est son titre, Magnus le Rouge. Corvus, qui malgré ce nom qui laisserait penser que c'est bêtement un corbeau, en fait, il a énormément de choses pour lui. Je trouve que les Dark Furies de la Raven Guard sont parmi les figurines de Space Marines les plus belles. Si vous les avez jamais vues, jetez un œil au look des Dark Furies pour Horus Heresy. C'est une troupe d'assaut d'élite de Raven Guard, et leur jetpack, en fait, a le logo de la Légion, magnifique. Et pourtant j'en fais pas des Raven Guard, il y en a posé juste là, mais moi j'en fais pas. Donc voilà, ça c'était pour Corvus Corax. Lui au fil enfin pour sa jeunesse et sa réunion avec l'empereur, lui au fil de l'hérésie, en fait c'était une légion un peu particulière, parce que c'est une légion qui opérait derrière les lignes. Alors, à l'hérésie, les légions avaient des chiffres colossaux, tout le monde avait de tout, hein. Si on voulait faire de l'assaut de Red Note avec la Raven Guard, on pouvait, hein. Mais leur spécialité, c'était l'assaut derrière les lignes ennemies, la suppression de cibles tactiques, couper les lignes de renfort, les choses comme ça. Et au moment du siège de Terra, lui il était pas là, et il s'était vraiment mis comme objectif de détruire ceux qui avaient brisé le rêve de l'empereur. Donc là où Gulliman voulait sauver ce rêve en continuant dans son coin, Corax, c'était non, il faut tuer, il faut venger. Là, on retrouve un peu son côté de je me battrai contre l'oppresseur. Et lui, en fait, il a voulu détruire Lorgar. Alors, Lorgar, il l'avait déjà énormément blessé, puisqu'on avait 3 primarques qui étaient présents. Alors, rapide parenthèse sur l'hérésie, il y a un truc qu'on appelle le massacre d'Istvan. Alors, en théorie, il y en a 2. Donc, il y a un premier massacre, en fait, qui est la purge par les légions renégates des éléments loyalistes en leur propre sein. Donc, c'est-à-dire les World Eaters tuent les World Eaters loyalistes, les Sons of Horus tuent les Sons of Horus loyalistes, etc. Donc, ça, c'est le premier massacre d'Istvan. Et ensuite, il y a le deuxième massacre qui est appelé le massacre du site de largage, le Drop Site Massacre, qui est en fait quand il y a des légions loyalistes qui avaient été appelées en fait en renfort, qui arrivent et qui se battent contre les légions renégates et qui attendaient des renforts d'autres légions qui pensaient être loyalistes, notamment les Iron Warriors et les Emperor Children, qui quand ils arrivent en fait non, c'était des renégats, et donc les loyalistes se retrouvent pris en sandwich. Les 3 légions qui ont été particulièrement dévastées par ce massacre, c'était les Iron Hands,
qui ont perdu leur Primarque, les Salamanders et la Ravengard. En fait, ces 3 légions, c'est aussi pour ça qu'on les voit beaucoup moins lors de l'hérésie, c'est qu'en fait, dès le début du conflit, Horus et ses comparses s'étaient assurés de porter un coup très très lourd aux légions loyalistes, avant qu'elles soient au courant, en fait, qu'il y avait besoin de se défendre contre eux, ce qui permettait d'affaiblir la résistance loyaliste, parce que du coup, il y avait 9 légions renégates à peu près plein potentiel, bon, elles l'étaient pas parce qu'ils avaient dû tuer leurs éléments loyalistes, mais au final, il en restait quand même beaucoup, contre 9 légions loyalistes, dont 3 qui étaient en sale état, donc il en restait que 6, et sur les 6, ils étaient même pas au courant qu'il y avait des renégats et qu'il fallait se préparer. Donc notamment, on avait les White Scars qui étaient perdus complètement au bout de la galaxie, etc. Pendant le conflit sur Istvan, Lorgar et Corax s'étaient affrontés. Corax avait gagné ce combat, avait empalé Lorgar sur ses griffes énergétiques, et s'apprêtait à l'achever quand il y a quelqu'un qui arrive à son renfort, en gros, je crois. Et il n'a pas pu le tuer, mais il avait juré vengeance. Et en fait, à 40 000, on sait que Corax existe encore, il est toujours en vie, parce qu'il est parti de délivrance un jour, vers l'œil de la terreur, sans dire à personne ce qu'il allait faire, et il partait chasser Lorgar. Il a décidé, ça y est, aujourd'hui, c'est la pété, Lorgar, il va prendre. Donc, il est parti dans le Warp, il est resté tellement longtemps dans le Warp à traquer Lorgar, il a tellement donné voix à sa colère et à sa volonté de vengeance, qu'il est devenu un primarque démon loyaliste. C'est-à-dire que là où les primarques démons sont des incarnations d'un dieu du chaos ou du chaos universel, parce qu'on n'en a pas encore les figurines ou beaucoup d'illustrations, mais Lorgar et Perturabo sont des primarques démons universel, un peu comme Be'lakor est un démon universel, il y a 2 primarques démons universels, et Corvus, c'est complètement l'opposé, c'est un primarque démon au même sens que les Séraphons étaient des démons en V1 d'Âge de Sigmar. C'est des manifestations du Warp, de l'Immatérium, dans la réalité, donc des démons, mais qui ne dépendent d'aucun des dieux du chaos, parce que les dieux du chaos n'ont pas le monopole du Warp. Et Corvus est un démon de l'Empereur. Et il est représenté sous une forme de nuage de corbeaux, d'un nuage de fumée, d'un grand être pseudo-humanoïde avec des ailes de plumes et des serres de corbeaux, etc. Enfin, les descriptions sont vagues et on verra si un jour on a une figurine, mais en fait il est devenu une espèce d'avatar avien de la vengeance qui veut tuer Lorgar. Et aujourd'hui, Lorgar, il est dans son temple, palais, dans le Warp, à méditer sur la valeur du chaos et tout, avec toutes les portes et les fenêtres verrouillées, parce qu'il sait très bien qu'il y a un corbeau qui gratte à la fenêtre, et un peu comme dans le poème de Edgar Allan Poe, le corbeau, il tape à la fenêtre, et ça se passe pas bien pour la personne qui lui ouvre. J'espère qu'un jour on verra cette figurine de Corvus, parce que c'est une légion que je trouve particulièrement esthétique. Alors moi je suis clairement quelqu'un qui est plus pro-loyaliste, j'aime bien les trucs bien propres, j'aime bien les trucs bien carrés, et j'ai tendance à être un peu psychorigide, hein. Je fais des nains moi à la base, hein. Donc autant les Imperial Fists c'est ma légion, autant j'aime beaucoup l'esthétique de beaucoup des légions loyalistes. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à me décider quand j'étais mini Bringdil et qu'il a fallu que je choisisse de quelle couleur j'allais peindre mes petits Space Marines. J'avais hésité avec les Dark Angels parce que j'aimais bien le côté chevalier, j'aimais bien leur jolie cape, les trucs comme ça. Mais j'avais également hésité avec la Ravengard parce que j'aimais bien les jump packs, les thématiques, les griffes énergétiques. Je trouvais ça très sympa. À l'époque, ils avaient quasiment tous le casque MK6. J'avais visité avec les White Scars parce que ceux avec moto, avec leur DAO de combat énergétique, c'était incroyable. Enfin, j'aime énormément la variété qu'on va trouver chez les Space Marines et qui, d'une certaine manière, se retrouve complètement chez les Primarques. Parce que si la Légion, de par le fait qu'ils sont très nombreux, permet d'avoir plein d'individus et donc énormément d'expérience, les Primarques sont beaucoup plus développés. Ça n'est qu'une seule personne, mais c'est des personnes sur lesquelles on peut écrire des romans. Là, par exemple, la vidéo, j'avais dit à Sam au début, t'inquiète, je fais 5 minutes par Primarque. Apparemment, on en est à plus d'une heure et demie de vidéo. Comme je le disais à un moment, si je fais un truc en détail, on va en parler pendant 4 jours. Et je ne sais pas tout. Il y a des gens qui pourraient en parler plus. Il va y avoir des spécialistes sur chaque Légion. Et sur chaque Primarque, il y a une quantité à creuser qui est colossale. Ils sont présents dans tous les codex, ils sont présents dans tous les romans. Il est impossible de toucher à Warhammer sans qu'un Primarque traîne quelque part. Et même dans l'univers Warhammer, c'est quelque chose qui se retrouve. Les chars de la garde impériale sont nommés en référence aux Primarques. On a le Leban Russ et on a le Rogaldorn, qui sont
des chars et ils les ont nommés en référence à ces gars-là, parce que ces gars-là sont des symboles, ce sont des saints chez eux. Au même titre que nous, on va avoir des jours qui sont nommés en référence à d'anciens dieux. On va avoir, par exemple en anglais, Wednesday, c'est Woodin's Day, c'est le jour d'Odin. Nous, on va avoir lundi, qui est nommé en référence à la lune. Des choses comme ça. En fait, on nomme les jours en référence à des grandes choses. Dans l'Imperium, ils ont une fête qui s'appelle Sanguinala, qui est la grande fête annuelle impériale. Alors, souvent comparée à Noël, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est juste que c'est la grosse fête que tout le monde fête en même temps, donc de ce point de vue-là, ça ressemble un peu à Noël dans notre monde, mais c'est pas du tout une fête où ils ont des arbres et des boules de Noël, des choses comme ça, pas du tout. Mais Sanguinala, c'est la grande fête à l'échelle impériale, et c'est une fête qui célèbre la mémoire de Sanguinius. Donc, les Primarques, que ce soit dans notre monde, où ils ont des figurines immenses, où ils ont des romans entiers sur eux, dans Warhammer, ils ont cet impact également de ce sont des êtres qui, de par leur stature, de par leur puissance, de par leur impact, mais également de par l'aura qu'ils émettent, et je parle pas de l'aura magique de Dieu Warp qu'ils ont, mais bien de l'aura culturelle qu'ils vont avoir sur l'Imperium, mais également sur les autres. Souvenez-vous de Zarek, qui a mis un masque de Sanguinus pour s'adresser à Dante en signe de révérence envers lui. Les Primarques ont un impact qu'on ne peut pas surestimer dans le monde de Warhammer. Voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. C'était Bringzil, Tromdawi, et à bientôt pour parler des renégats.